Bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de La Grande Hache, l'émission d'histoire du média, consacrée pour la deuxième fois directement à l'histoire en train de se faire, c'est-à-dire au mouvement des Gilets jaunes qui a pris depuis un mois maintenant des dimensions que l'on peut d'ores et déjà dire, sans trop s'avancer sans doute à proprement parler, historiques. Merci aussi à notre public de sociaux du média d'être là au rendez-vous aujourd'hui pour ce tournage en plateau, comme il y a 15 jours. Il y a 15 jours, on a rapproché le mouvement des Gilets jaunes de l'histoire ancienne des révoltes populaires, des révoltes d'Ancien Régime, souvenez-vous, des jacqueries, des révoltes de croquants. Surtout, on y a décelé une résurgence dans de nouvelles formes de la politisation des gouvernés, du peuple, une politisation dont le point de départ, on l'a vu, c'est la Révolution française, avec le mouvement des sans-culottes en particulier, une politisation qui s'est développée, qui s'est élaborée au cours du XIXe siècle encore, dans le sens d'une aspiration à la République sociale et à la démocratie, c'est-à-dire dans un sens que l'on peut appeler, avec les mots d'aujourd'hui, celui de la démocratie radicale, mais qu'on aurait dit à l'époque, au XIXe siècle, démocratie tout court. Aujourd'hui, La Grande Hache vous propose de rencontrer une historienne des périodes plus récentes, Ludivine Bantigny, que je remercie beaucoup d'être parmi nous. Merci beaucoup. Ludivine est là pour discuter avec nous de l'histoire récente donc des mobilisations populaires, des mouvements sociaux face au gouvernement depuis 1968, période événement de 1968 qu'elle a étudié de très près, encore avec un livre récent que je m'empresse de montrer, 1968 de Grand Soir en Petit Matin. Dans ce livre, Ludivine a fait une histoire de 1968 vue du point de vue de ses protagonistes et non pas de ses porte-paroles, dont on sait que les destins ont été très divers politiquement, à l'opposé justement du destin politique, du devenir politique de la majorité de ceux qui ont fait 1968 sur le pavé. Ludivine est aussi spécialiste de l'histoire de la jeunesse et des mouvements sociaux en général, des mouvements populaires, depuis 1968 jusqu'au XXIe siècle inclus. Elle a écrit un livre qui s'appelle « La France à l'heure du monde » de 1981 à nos jours. Un autre en codirection avec Yvan Jablanca qui s'appelle « Jeunesse oblige », l'histoire des jeunes en France au XIXe et au XXIe siècle. Et tu avais déjà travaillé encore avant, Ludivine, sur l'histoire de la jeunesse récente. Un livre aussi dont j'aime beaucoup le titre, que tu as co-dirigé avec Fanny Bugnon et Fanny Gallo, qui s'appelle « Prolétaires de tous les pays, qui lavent vos chaussettes ?» C'est dire si Ludivine s'intéresse aussi à l'histoire des femmes et à l'histoire du genre, à la place des femmes dans la politisation et dans les mouvements sociaux. Alors, Ludivine, tu disais récemment dans un entretien à Libération, à propos de ces événements récent, donc depuis la mi-novembre, à propos du mouvement des Gilets jaunes, par comparaison avec le mouvement de 68, tu disais, comme en 1968, dans tout événement, nous vivons l'accélération du temps, sa très forte politisation. Quand on a tourné La Grande Hache avec les 3 premiers historiens il y a 15 jours en plateau, on était à la veille de la journée du 1er décembre et une première plateforme de revendication des Gilets jaunes avait été présentée avec des revendications qui allaient à contre-pied de ce que l'on disait d'eux majoritairement, à savoir qu'ils étaient d'extrême droite, puisque c'était une demande d'avoir des retraites qui soient au minimum à 1 200 €, un plafonnement du salaire maximal, toute une série de points qui relevaient en gros du langage courant de la politique progressiste. 15 jours plus tard, on a le sentiment qu'il y a au moins partiellement un tournant du mouvement vers des thématiques liées à la démocratie directe, liées à la mise en cause du dysfonctionnement des institutions représentatives qui ne sont plus représentatives, avec notamment un texte qui circule beaucoup sur la nécessité d'un référendum d'initiative citoyenne qui serait inscrit dans la Constitution. Enfin, il y a, semble-t-il, une orientation du mouvement autour de thématiques liées à l'exigence de démocratie directe. Comment est-ce qu'une historienne de mai 68 et des mobilisations plus récentes voit cet événement-là aujourd'hui? Tu disais, là encore, dans ton entretien récent à Libération, qu'il y a plein de choses qui pouvaient laisser penser ou qui peuvent laisser penser a posteriori que le mouvement était préparé, qu'il y avait quelque chose de sourd qui montait. Par exemple, les manifestations concernant la loi travail, par exemple, le mouvement qui a été soutenu par l'opinion des cheminots. Si on remonte depuis 2005 et la révolte des banlieues, il y a eu toute une série de mobilisations très régulièrement, presque tous les ans ou tous les 2 ans. 2006, le CPE, 2007, les étudiants contre la LRU, 2009, les universitaires contre la LRU, 2010, les retraites. Voilà, tu disais, tout ça, il semble qu'aujourd'hui, finalement, ça coagule. Est-ce qu'on peut voir un parallèle, que cette catalysation, cette cristallisation, ce précipité qu'a été mai 68 ?
Oui, alors on va pouvoir en effet peut-être travailler cette analogie avec 68, même s'il y a bien des différences et qu'il ne s'agit pas non plus de faire de 68 un fétiche, un modèle, quelque chose qu'on plaquerait à toute force sur le présent, parce qu'il faut laisser au présent justement sa singularité, sa force, sa dimension exceptionnelle, et l'enfermer dans des comparaisons, c'est déjà dans une certaine mesure essayer de le clore dans ce qu'il a de très singulier et dans sa puissance, je crois. Même si, bien sûr, voilà, comme historienne, et c'est la raison pour laquelle tu m'invites, il s'agit sinon de faire des analogies à proprement parler, du moins de tracer aussi des généalogies et voilà, se montrer des chemins possibles et des questionnements qui avaient déjà été soulevés ou qui le sont à nouveau frais. Mais la première chose que je voudrais souligner à la suite de ta question et de ta présentation, c'est en effet qu'un événement est à l'œuvre. Là, on le sent, on le perçoit. On le perçoit d'abord parce qu'on sent le surgissement, on sent de l'irruption, de l'inédit, et par là même forcément un effet de surprise, un effet de déstabilisation, alors qui peut faire très peur aux installés, aux dominants, aux puissants. Voilà, on le sent aussi très bien dans la façon dont certains médias hégémoniques s'affolent à ce sujet. Mais on le sent y compris la joie. Déjà, on va pouvoir peut-être parler des affects, mais il y a quand même de la joie à se sentir légitime à prendre part à cet événement, se sentir légitime à prendre la parole, à s'installer sur des espaces publics notamment. Donc ça, c'est aussi ce qui fait la part de l'événement, c'est ce surgissement d'affects qui sont divers, qui sont complexes, mais qui donnent en tout cas un sentiment commun, un sentiment de vivre un temps qui est lui-même commun. Donc c'est la sensation d'être des contemporains, contemporaines, contemporains. Je ne sais pas vous, mais je sais pas, il y a des moments où on est tellement abattu, désespéré par la situation qu'on a parfois même plus envie d'ouvrir sa radio, d'ouvrir son journal. Et là, en ce moment, précisément parce que les événements se précipitent, parce qu'il y a cette densité, cet effet de condensation, on a envie d'en être, on a envie d'y être, on a envie de se tenir informé, et on voit heure par heure, et des textes surgissent, et des actions surgissent. Donc ça, c'est ce qui fait aussi la force de l'événement, se sentir... La fin de la passivité, quoi. Voilà, la fin de la résignation, la fin de la passivité et la fin de l'assignation de celles et ceux qui n'ont pas pour fonction la chose politique, de se l'approprier, de se la réapproprier. Donc ça, c'est très puissant. Donc l'événement en tant qu'il subvertit l'ordinaire et qu'il ouvre un temps au sens strict extraordinaire. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu en 68, on pourra éventuellement y revenir, mais voilà, on a le sentiment d'être en dehors du temps quotidien et de voir ce temps se précipiter. C'est la première chose, mais comme tu l'as également souligné, forcément, un événement, même s'il faut lui préserver sa part d'irruption, sa part d'inédit et d'inouï, ce qu'on est en train de vivre l'est, de toute évidence, il y a évidemment des structures. Donc, ce qui est très important en histoire quand on travaille sur cette dimension proprement événementiel, c'est de ne pas réduire ou rabattre l'événement sur sa structure, sur ses supposées causes, voilà, sur des déterminations, voire des déterminismes, mais pour autant ne pas les balayer d'un revers de main. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a plusieurs entrées possibles pour analyser la période dans laquelle opère ce surgissement. D'abord, comme tu l'as rappelé, il ne s'agit pas de dire que les Gilets jaunes seraient inscrits dans un prolongement de lutte sociale précédente, parce que à certains égards, ce mouvement-là, il a vraiment sa particularité. Mais on a été quand même dans une période telle que tu l'as dessinée depuis 2010, les mouvements contre notamment les retraites. Ensuite, il y a eu cette importance de la mobilisation contre la loi travail. Et ce qui était intéressant, c'est que ce qui était dit, c'était contre la loi travail et son monde, c'est-à-dire qu'il y avait aussi une ouverture politique, y compris par rapport au mouvement de 2003 ou même celui de 2010 qui était focalisé sur la question des retraites, mais qui dès lors ouvrait aussi sur des plateformes revendicatives. Mais le mouvement de 2016 contre la loi travail et aussi avec Nuit debout, bien évidemment, a soulevé des questionnements qui ont élargi le spectre politique, puisque c'était contre une loi et qui ne concernait plus justement les retraites, mais l'organisation même du travail, la remise en cause du Code du travail. Mais au-delà de cette loi, et c'est ce qui fait aussi événement, c'est qu'à partir, comme ça a été le cas pour les Gilets jaunes, là c'était à partir d'une taxe, et en fait la dynamique de l'événement nécessite que l'on se réunisse, que l'on en discute, et par là même ces discussions, ces rassemblements, cette prise de l'espace
qui est aussi une prise du temps et une prise de parole, eh bien, engendre forcément un élargissement de cette chose politique. Ça détermine du nouveau. Ça détermine du nouveau, ça détermine voilà, la question de la possibilité, en fait, de poser non seulement une légitimité, mais aussi des questions qui sont profondément politiques. Alors, donc, il y a quand même cet aspect-là dans la période, et on a vu encore récemment, il y avait au printemps le mouvement des étudiants contre Parcoursup, c'est-à-dire contre la sélection à l'entrée de l'université. Il y avait l'importance que tu as rappelé de la grève des cheminots qui a été très déterminée, très tenace, très longue, qui a marqué aussi beaucoup les esprits. Donc il y a des luttes sociales qui sont importantes, dont certaines ne doivent surtout pas être négligées précisément dans ce genre de cadre parce qu'elles sont trop invisibilisées dans les médias classiques et plutôt hégémoniques, c'est-à-dire des grèves, tout particulièrement, hein, des grèves qui sont certes localisées, qui sont peut-être trop dispersées. C'est ce qui fait la différence entre ces grèves-là et un mouvement comme 68 où tout à coup ces grèves convergent et créent du lien, bon, avec une grève générale. Bon, alors que ces derniers temps, on a assisté à beaucoup de conflits, justement, une grande conflictualité, mais en effet très localisée. Alors, par exemple, avec des mouvements de grève dans des services de nettoyage, hein, je pense à la grève de Honnête dans les services de nettoyage des gares, hein, en particulier en région parisienne, qui a été une grève victorieuse. Je pense à ces personnels aussi du nettoyage des hôtels. Hein. Il y a eu la grande grève notamment des femmes de chambre à l'hôtel Holiday Inn de Clichy, 111 jours de grève, avec piquet de grève, grève reconductible chaque jour, etc., avec là aussi énormément de détermination et comment on posait là des questions qui étaient profondément et sociales et politique au sens où il y a de la légitimité dont on s'empare. C'est aussi le cas de la grève à l'hôtel Parc Hyatt. Il y a des grèves dans les raffineries actuellement, chez les dockers, chez les portuaires, je pense à Lorient, etc. Donc, il y a cette période-là. Et par ailleurs, de manière finalement peut-être encore plus structurelle, il me semble que ce que nous dit le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'on est entré dans une nouvelle ère politique depuis quelques années déjà. C'est-à-dire que dans les années 90, début 2000, la période ouverte par 1995, il y a eu des mouvements sociaux très importants, 95 en étant à la fois le point de départ et déjà une forme d'acmé. On n'en parle pas tellement, mais c'est quand même une étape très importante. C'est très important parce que ça a rouvert en fait du possible politique, même si c'était surtout défensif. C'est ça que je veux dire, c'est que cette période-là, ouverte par 95, elle a fait rejouer de la conflictualité, une intensité, une acuité de la conflictualité. Ça a ouvert aussi beaucoup de dimensions interprofessionnelles. Hein. 95, c'était des mouvements où l'interprofessionnalité, les assemblées générales, les comités interprofessionnels, l'auto-organisation du mouvement était très fort. Après la nuit des années 80 finalement. Exactement, après la grande résignation, même s'il n'y a pas que ça dans les années 80, mais quand même, l'assignation à il n'y a pas d'autre monde possible et les classes sociales n'existent plus, le monde ouvrier n'existe plus, il n'y a plus de lutte possible. Bon, et c'est vrai que c'était très écrasant cette période. Donc 95 a ouvert autre chose, mais en même temps c'était, on s'en souvient, c'était l'anti-libéralisme, l'anti-néolibéralisme. Enfin, c'était défensif. C'était vraiment défensif et qu'on se rappelle aussi les textes de Bourdieu à cet égard qui en appelaient finalement à l'intervention de l'État, de la main gauche de l'État, pour se protéger de ce rouleau compresseur, des contre-réformes. Qui parlait de la nécessité de contre-feu. Hein, les deux recueils d'articles qu'il publie à cette époque-là, Pierre Bourdieu, de façon symptomatique, s'appellent Contre-feu. Voilà. On est face à une machine infernale, face à laquelle il s'agit de réagir à nouveau, donc de reconstruire des luttes sociales, mais qui ne remettent pas en cause fondamentalement la structure. C'est-à-dire qu'il s'agit de protéger cette structure sociale en faisant appel, encore une fois, à cette supposée main gauche de l'État pour préserver les services publics du marché, préserver tout ce que le marché est en train de grignoter dans l'éducation, dans la santé, dans les services publics de façon générale, dans le monde de la culture, etc. Il me semble qu'une nouvelle phase s'est ouverte, et notamment qui s'est beaucoup exprimée au moment de Nuit debout, du mouvement anti-loi travail, mais qu'on avait déjà senti dans les ZAD, hein, dans les zones à défendre, dans cette façon de mettre en cohérence des principes politiques et des existences, à savoir, il y a un gros mot qu'on n'a plus employé dans les années 80, qui était un mot tabou, c'est le mot capitalisme. Et quelque chose s'ouvre à nouveau à cet égard, je crois, qui est
Mais le capitalisme, finalement, ne doit plus être un mot tabou, peut être à nouveau interrogé dans ses fondements. Et c'est la même chose pour la question de la démocratie. Hein. C'est-à-dire que dans tous ces mouvements, on l'a vu pendant Nuit debout, il s'agissait de s'interroger sur la société qu'on veut, la production qu'on veut, d'un point de vue à la fois social, politique, écologique. Alors, donc, les Gilets jaunes, à cet égard, sont un prolongement et aussi une rupture. Il faut être très clair, c'est pas au départ de la sociologie des Gilets jaunes, on ne retrouve pas la même composition que pendant, par exemple, les occupations des places de Nuit debout. Mais finalement, ce qui est très frappant, et tu l'as rappelé dans ta présentation, c'est que les questions qui sont posées à partir d'une revendication élémentaire comme refus de la taxe, c'est-à-dire de l'injustice fiscale et de l'injustice sociale qui en découle. Une nouvelle taxe sur ceux qui vont travailler, ceux qui sont obligés de prendre leur voiture, sous couvert d'écologie, en fait, c'est une taxe sur le travail. Voilà, en partant de cet élément qui est très basique, oui. Tout à fait. Ce qu'on dit aussi beaucoup de Gilets jaunes, c'est-à-dire l'écologie à bon dos, on peut tout à fait mettre en évidence des revendications qui soient écologiques, mais qui soient aussi sociales. Et à partir de ça, les questions qui sont posées sont profondément politiques, au sens où l'une de ces nouveautés, c'est de dire, mais la démocratie représentative, d'abord, c'est pas un modèle unique, donc c'est une manière de sortir des évidences aussi qu'on peut interroger historiquement, c'est-à-dire que non, la démocratie représentative, c'est le modèle qui historiquement, à un moment, s'est imposé et a créé aussi beaucoup d'impensés, c'est-à-dire que comme s'il n'y avait pas d'alternative à ce modèle-là. Elle est plus représentation que démocratie. Voilà. C'est tout le problème. Et par ailleurs, est-ce qu'elle est véritablement en représentation? C'est ce que disent beaucoup les Gilets jaunes aussi, c'est qu'en fait, mais ça, c'est pas nouveau, parce que là, il y a une manière, l'événement exprime quelque chose qui se disait de manière diffuse de longue date, c'est-à-dire les représentants supposés ne nous représentent plus. Mais ça, cette crise de la représentation, on le sait, on le voit à l'abstention, mais on le sait. Mais là, il y a un mouvement qui s'en saisit et qui vit de manière existentielle cet écart. Absolument. C'est le sentiment qu'on a. Oui, et qu'il ne pose plus seulement d'une manière négative, c'est-à-dire nos supposés représentants ne nous représentent en réalité pas, sont déconnectés du monde social, tout comme certains médias le sont aussi. Moi, j'ai regardé un petit peu quels sont les salaires des gens de BFM TV, parce que c'était tellement... Oui. Voilà, voir BFM TV être complètement la voix de son maître et la voix du pouvoir, il faut regarder combien gagnent ces gens. Par ailleurs, voilà, les conditions matérielles de ce discours médiatique, c'est entre 20 000 euros et parfois jusqu'à 50 000 ou 60 000 euros mensuels. Donc là, le dire tout ça, ça ne nous représente pas, mais nous avons quelque chose à inventer à partir de là. D'où ces appels c'est pas de l'inédit au sens où c'est une reprise historique de propositions sur ce qu'on appellerait aujourd'hui la démocratie directe, sur les assemblées populaires. L'appel des Gilets jaunes de Commercy qui dit clairement, voilà, nous on a installé une cabane sur la place de Commercy, on organise des assemblées populaires, on organise des soupes solidaires pour qu'on puisse se parler, se découvrir, se rencontrer, ce qui était très fort aussi en 68. Voilà, ça crée un moment de discussion politique où on prend la parole et on se sent légitime à la prendre et à poser des questions politiques. Je pense aussi à l'appel des Gilets jaunes de Saint-Nazaire qui dit mais il faut qu'on fasse des assemblées populaires là où on devrait avoir un pouvoir populaire, c'est-à-dire dans les préfectures, les sous-préfectures. Je pense voilà, à tous ces textes qui ont beaucoup circulé sur... il y a un texte des Gilets jaunes gascons qui ont reparlé de la Commune de Paris, des conseils russes en 1905 jusqu'au Chiapas et Rojava, par exemple, qui repose ces questions des comités locaux, des comités de base, des comités de quartier, qui permet de rouvrir cette question de la démocratie. Dit comme ça, on a l'impression qu'il y a une forme de diffusion par capillarité des mots d'ordre de Nuit debout, me semble-t-il, qui concernait essentiellement les centres-villes, qui concernait une autre sociologie. Mais en définitive, en substance, c'est un peu la même matière. Oui, alors je ne pense pas d'ailleurs que ça soit véritablement une rencontre pour l'instant. C'est-à-dire que je ne pense pas que la plupart des Gilets jaunes s'étaient déjà trouvés dans les places occupées à Nuit debout. Et ce n'est pas non plus forcément que des Gilets jaunes auraient repris cet héritage du présent très brûlant de Nuit debout notamment. C'est la même cause, mêmes effets finalement. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a une forme de spontanéité que crée aussi l'événement. Encore une fois, l'événement offre du temps. Même si là, ce qui manque, et on va pouvoir peut-être aussi faire la comparaison avec 68, mais ce qui manque par rapport à 68, je ne dis pas manque dans l'absolu, mais c'est la grève.
parce qu'évidemment, par essence et par excellence, la grève crée du temps, donne du temps pour réfléchir à sa vie, à son quotidien, à son travail, à son quartier, à son métier, au chômage, etc., pour repenser d'autres possibles. Mais là, on sent de toute façon qu'avec les occupations sur les ronds-points, les gens qui se trouvent ou se retrouvent, parce qu'il y avait déjà c'est ça qui est intéressant dans ce moment des Gilets jaunes, avec ce maillage territorial qui est dans une certaine mesure assez nouveau, mais qu'on retrouve aussi en 68 parce que tout le pays était mobilisé. Donc là, il n'y a pas du tout de clivage Paris-province ou grande ville, petite ville ou centre-ville, périphérie. Il y a quelque chose qui se diffuse comme ça sans être pour autant homogène, mais c'est se donner du temps pour réfléchir. Et à partir de là, c'est vrai que ces questions, encore une fois, qui étaient dans l'air, mais quand on voit que ce Parlement, en réalité, n'a quasiment aucun rôle en Ve République, quand on voit que ce président de la République, comme ses prédécesseurs, mais peut-être plus encore que ses prédécesseurs, a une arrogance de classe que tout le monde a pu mesurer, oui, mais alors, que faire? Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus uniquement dans le négatif ou dans la défensive, et pour autant, il ne s'agit pas de dire la défensive, c'était dommage, c'était limité, etc. Il y avait un moment où il fallait être dans la défensive, et là, il y a une sorte d'entremêlement de justement cette opposition, non, pas de taxes, non, et aussi cette élaboration collective de cahiers de revendications qu'à certains endroits, parce qu'on reprend beaucoup la référence à la Révolution française, on appelle cahiers de doléances, voilà, et sont aussi dans une certaine mesure des cahiers d'espérance au sens où il n'y a pas que encore une fois, que du refus. C'est pas que la puissance du refus, c'est vraiment une puissance qui affirme du politique. Mais alors, si on repart d'une comparaison toute simple, en 68, quelles étaient les revendications ? Alors, elles étaient très vastes, et justement, ce qui est très intéressant, c'est que on est dans une même dynamique où on peut partir de revendications matérielles immédiates. Oui, alors bien sûr, parce que souvent on parle des 30 glorieuses, mais de plus en plus, les historiennes, historiens, mais aussi sociologues et politistes qui travaillent sur cette période mettent à distance cette expression de 30 glorieuses, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'on travaillait très dur, qu'on travaillait beaucoup, 46 heures, 48 heures, 50 heures par semaine, que déjà la question de l'emploi se posait, que la question des licenciements était soulevée, etc. Donc on demandait en effet des augmentations de salaire, on demandait la diminution du temps de travail, on demandait la diminution des cadences, on parlait aussi de l'âge de la retraite, parce qu'on était très loin des 60 ans à cette époque. Les 40 heures, c'était aussi quelque chose qui avait été obtenu sous le Front populaire et puis qui avait été complètement balayé ensuite. Donc ces revendications étaient posées. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que là encore, à la manière dont l'événement crée cette dynamique de l'extension de la chose sociale et politique, on posait des questions comme ce qu'on appelait le contrôle ouvrier, par exemple, ou l'autogestion dans différents courants politiques ou sociaux, syndicaux. Ça avait aussi sur des revendications de type organisationnel, oui, alors bien sûr, constitutionnel, politique. Oui, et des questions qui étaient posées sur le pouvoir, par exemple. Certains qui disaient pouvoir ouvrier, pouvoir étudiant, pouvoir paysan, une manière de penser la question de autodétermination, auto-organisation du mouvement, voire autogestion, qui était défendue notamment par la CFDT, par le PSU à cette époque. Donc il y avait cette manière de partir de revendications immédiates et absolument nécessaires dans la période, parce que les salaires étaient très bas. Très concrète et très basique. Ouais. Voilà, immédiate, mais sans qu'il y ait de clivage à opérer, c'est-à-dire pas dire oui, c'était des revendications matérielles et puis il y avait des revendications politiques. Non, c'est qu'elles venaient s'entremêler, elles venaient. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et on peut faire le même raisonnement pour aujourd'hui, c'est-à-dire si on raisonne véritablement en se disant, à quelles conditions sociales, politiques, économiques pourrait-il y avoir satisfaction sur des revendications comme une augmentation vraiment des salaires, des retraites, des minima sociaux. Quel était le débouché, l'augmentation des salaires de 68 si je me souviens bien. Voilà, c'est d'ailleurs une des seules choses qui a été véritablement obtenue lors du protocole de Grenelle avec la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. Mais si on pose vraiment ces questions sur à quelles conditions peut-il y avoir véritablement un partage des richesses, peut-il y avoir une
véritable justice fiscale, une véritable justice sociale, alors ça pose des questions qui sont plus radicales au sens très strict du terme, au sens voilà, où on va se poser des questions sur la racine du système, sur la modalité de fonctionnement qu'on réinterroge. Voilà, comment être véritablement conséquent. On va connecter des questions de substance à des questions organisationnelles. Exactement, et ça suppose du coup, encore une fois, d'élargir assez considérablement le champ même du questionnement. Et c'est ce qui est très frappant dans le mouvement des Gilets jaunes. Alors ça peut nous faire déboucher sur deux questions à aborder aussi de manière comparative. D'une part, la question des clivages politiques traditionnels droite-gauche, comment est-ce qu'on les retrouve ou pas dans le mouvement de 68 et aujourd'hui, quelle est la couleur politique des Gilets jaunes, question qui n'est pas simple. Et puis aussi, deuxième aspect qu'on pourrait aborder, le rôle des organisations syndicales, le rôle des corps intermédiaires, qui normalement sont censés être des courroies de transmission et qui sont étrangement absents, semble-t-il, en ce moment avec les Gilets jaunes, dont l'absence est pleine de sens, semble-t-il, à certains points de vue. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une absence du mouvement social et syndical au sens très traditionnel du terme, parce que, bon, à l'heure même où nous enregistrons, il y a des manifestations appelées par la CGT, par la FSU, par Solidaire, à la grève, voilà, très clairement. Beaucoup de gens demandent depuis 15 jours quand est-ce que les organisations syndicales vont se décider à appeler à la grève générale. Si elles n'y appellent pas maintenant, elles ne le feront jamais. Absolument. Et donc, mais ce qu'on voit émerger de ce point de vue, ce sont des appels. Des appels qui viennent d'ailleurs, pour certains, d'équipes syndicales. Il y a des syndicats, il y a des fédérations, des syndicats locaux, des syndicats de branches. Les ne suivent pas pour l'instant, voilà, les syndicats sont divisés. Qui ont interpellé justement les centrales, le niveau confédéral, pour dire, ben voilà, c'est pas du tout le moment d'aller chez Macron pour discuter, il faut appeler un mouvement de grève et une grève qui serait généralisée. Je pense aussi par exemple à l'appel qui a été lancé par les intermittentes et précaires d'Île-de-France qui étaient réunis lundi soir au Théâtre de la Colline dans une vaste assemblée générale et qui a posé justement cette question de la grève générale. Comme on l'a vu en 68, voilà quelque chose qui est émergé comme ça, qui ne vient pas forcément d'en haut, mais au contraire, là ça émane d'en bas. Il y a des syndicats qui d'ores et déjà avaient appelé à manifester avec les Gilets jaunes. Et là, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur la précipitation de l'événement, c'est-à-dire que le temps, l'événement comme précipité, qui chimique, en effet, quelque chose se cristallise là, qui métamorphose, et qui métamorphose l'événement presque jour par jour, voire heure par heure. C'est-à-dire que on a vu les premières réserves, hésitations, tâtonnements, voire mise à distance des organisations syndicales à l'égard des Gilets jaunes dans un premier temps, qu'on se rappelle le premier jour du 17 novembre, où beaucoup se disaient, oh là là, c'est un mouvement poujadiste, de droite, d'extrême droite, réactionnaire, etc. Donc nous ne mangeons pas de ce pain-là. Et en fait, on a vu d'ailleurs, et parfois chez certains syndicalistes, avec beaucoup d'honnêteté, je trouve, beaucoup d'intégrité, dire, ben voilà, au départ, moi j'étais réticent, je voulais pas en entendre parler, et puis peut-être qu'on s'est trompé, et en tout cas, nous, maintenant, on les rejoint. Et donc, quelque chose est possible, qui s'ouvre là, qu'on voit aussi bien évidemment avec l'arrivée massive du mouvement lycéen et étudiant, des assemblées générales qui sont dans certaines universités considérables, des manifestations lycéennes qui sont extrêmement importantes et qui suscitent d'ailleurs une grande peur du pouvoir et qu'on peut mesurer à l'ampleur et la gravité de la répression. Avec alors là, est-ce qu'il n'y a pas justement une leçon qui est tirée par le pouvoir de ce qui s'est passé en 68 ? C'est-à-dire que au moment où la jeunesse s'y met, le pouvoir se retrouve vraiment en danger. Ça pourrait expliquer la brutalité particulièrement prononcée de la répression policière des mouvements lycéens ces derniers jours. Absolument, c'est vrai que ce qu'on peut trouver, y compris dans les archives de l'Élysée en 68, c'est ce constat à la fois lucide et cynique de la part des proches du général de Gaulle, vraiment des tout proches du premier cercle du pouvoir, que le pouvoir peut maîtriser un mouvement étudiant, un mouvement de jeunes, voilà, dans les universités, peut aussi maîtriser une grève catégorielle, voilà, mais ne peut pas maîtriser, il y a panique à bord quand il y a cette alliance des deux, quand il y a quelque chose là qui vient se coaguler. Ils le disent clairement, c'est pour ça qu'ils vont à toute force chercher à dissocier le mouvement étudiant et le mouvement de la grève dans les entreprises, dans les bureaux, les magasins, les usines, etc., les ports, etc. Bon. Or, d'ailleurs, en 68, les étudiantes et étudiants mobilisés l'avaient immédiatement compris, c'est-à-dire la presse cherche à nous dissocier de vous, disait-il et disait-elle en s'adressant aux ouvriers, aux travailleurs de manière générale, alors que nous voulons
nous ne voulons plus être enfermés dans cette catégorie d'étudiants. Nous ne voulons pas servir de futur rouage de ce système que nous contestons. Et c'est la raison pour laquelle on va sur les piquets de grève, on ouvre les universités aussi au travers, etc. Chose qui s'est beaucoup reproduite dans les différents mouvements que tu as cités déjà tout à l'heure. Fac ouverte aux travailleurs, par exemple, c'est quelque chose qu'on avait retrouvé en 2006, en 2010, entre autres. Donc là, bien sûr que le pouvoir... étudiant qui est premier, ou je me trompe? Alors, oui et non. Bien sûr qu'il ne s'agit pas non plus de chercher à toute force à casser une lecture de 68 qui est essentielle. C'est-à-dire, on commence par un mouvement étudiant et puis ensuite c'est une grève générale qui s'amorce à partir du 13 mai 68. Là où on peut nuancer un peu cette vision, c'est que le mouvement étudiant lui-même prend appui sur des luttes sociales qui étaient déjà très puissantes. L'année 67 avait été une année de pic de grève, une conflictualité sociale très intense. Il y avait eu des grèves au début de l'année 68, par exemple à Caen, des grèves ouvrières, mais qui avaient déjà vu le soutien d'étudiants, d'agriculteurs, de fonctionnaires, de salariés d'autres secteurs, en fait, qui s'étaient mobilisés, à tel point d'ailleurs que le préfet du Calvados, en l'occurrence Gaston Pontal, à ce moment-là, avait dit « Ce qui se passe ici à Caen, méfiez-vous, disait-il au ministre de l'Intérieur, parce que ça pourrait très bien se reproduire à l'échelle nationale. » Et en fait, quand le mouvement étudiant a commencé, à la fois en mars, mouvement du 22 mars, puis début mai, du côté du quartier latin, il y avait ce point d'appui. C'était voilà ce qui s'est passé à Redon, voilà ce qui s'est passé à Quimper, voilà ce qui s'est passé à Caen au cours de ces dernières semaines et de ces derniers mois. Et donc il y avait déjà ces modalités de ce qu'aujourd'hui on appellerait la convergence. C'était pas un mot de l'époque, et puis le mot est désormais galvaudé, mais il est quand même toujours très pertinent. Mais donc c'est vrai que ce à quoi on assiste là, pour reprendre ta question initiale à ce sujet, c'est la peur du pouvoir, en effet, la peur du pouvoir. Et donc de vouloir à toute force dissocier les gens, dire il y a les bons manifestants, les bons gilets jaunes authentiques, et puis il y a les voyous, les casseurs, les séditieux, les factieux, etc. De vouloir aussi à toute force ne pas du tout évoquer le mouvement lycéen, le mouvement lycéen étudiant. C'est très frappant dans le discours d'Emmanuel Macron, qui n'en a pas dit un mot. Et puis cette intensité de la répression, c'est-à-dire que là, on est face à des blessés très graves, à des jeunes qui sont défigurés, qui sont éborgnés, énucléés par les tirs de flashball. Ces violences policières qui sont à certains égards paroxystiques depuis le début du mouvement, on ne les retrouve pas en 68. La répression est beaucoup plus violente, a priori, en ce moment. C'est très difficile de mesurer terme à terme le degré de la répression, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, et pour avoir travaillé comme d'autres et après d'autres sur les archives policières, j'ai pu encore mieux le mesurer. On se rappelle parfois mal l'intensité de cette violence policière en 68, hein, vraiment. Il n'y a pas les mêmes moyens techniques en tout cas. Il n'y a pas toute cette industrie du flashball, bien sûr. Non, mais des grenades de désencerclement. Tout à fait. Les CRS, les gendarmes mobiles, les forces de l'ordre de manière générale en 68 disent mais enfin, on n'a jamais vu ça, c'est vraiment inédit, et nous on n'a pas les moyens matériels et humains, on est aussi épuisés, comme le disent aujourd'hui les CRS, voilà, on n'en peut plus. Bon. Mais c'est sûr qu'ils se plaignent beaucoup du manque de moyens. Mais il n'empêche que il y a eu des morts en 68, c'est ce qu'on oublie un peu trop souvent, mais il y a eu 5 morts, c'est ça? Y compris, oui, voilà, il y a eu des morts, un mort lors d'une manifestation au quartier latin, Philippe Matérion, il y a eu Gilles Tautin qui est mort à Flins, il y a eu Pierre Bello et Henri Blanchet qui sont morts lors de l'intervention des CRS et des gendarmes mobiles à Peugeot-Sochaux, hein, donc en pleine usine occupée, dont l'un est mort vraiment d'une balle dans la tête lors de l'assaut des forces de l'ordre. Voilà, plusieurs morts, mais on s'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu davantage de victimes, enfin voilà, au sens létal du terme, il y a eu beaucoup de blessés graves. Donc pour moi, c'est un peu difficile de dire là c'est plus violent, etc. Mais c'est vrai que il y a ce que j'ai essayé de dire là récemment, comme beaucoup, c'est qu'on peut dire qu'il y a un changement presque de paradigme policier, quoi. Parce que quelque chose est quand même inédit et qui pose de sacrées questions démocratiques.
à la fois policier, d'un point de vue policier et d'un point de vue judiciaire et juridique, ce sont les centaines et centaines et centaines d'arrestations préventives. Donc là, en fait, on va empêcher, là c'était 1100 personnes samedi dernier, 1100 personnes d'aller manifester au nom d'un article du Code pénal, hein, parce qu'évidemment je ne retiens pas, 222-14-2, qui est un article introduit sous Sarkozy en 2010, qui dit que voilà, on peut arrêter des personnes qui vont rejoindre un mouvement supposément subversif et donc qui pourrait mettre en cause l'ordre public. Donc c'est très grave. Sur les intentions. Exactement, spéculation sur les intentions. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'avocats et d'avocates qui s'y opposent fermement parce que voilà. Du principe, c'est illégal en réalité. Sûr. Et d'ailleurs, vous avez peut-être lu ou entendu Henri Leclerc, hein, qui a dit à quel point, d'un point de vue juridique, même si ça a été intégré au code pénal, mais en réalité, c'est extrêmement fragile et c'est extrêmement dangereux, quoi qu'il en soit. Donc là, on a un changement de paradigme et puis on a aussi, de toute façon, quelque chose de très, très offensif. Là, la presse en a beaucoup parlé du fait que le 1er décembre comme le 8 décembre, les forces de l'ordre ont utilisé autant de grenades lacrymogènes, de grenades de désencerclement que pendant toute l'année 2017. Le seul samedi, je crois, 1er décembre. 1er décembre, en effet, ces tirs tendus hein, de flashball donc, qui sont dangereux, qui sont considérés comme tels aussi bien par le défenseur des droits qu'il y a un rapport d'ailleurs hein, qui pointe du doigt la France et qui la condamne pour ses pratiques policières. On a vu aussi des vidéos de la BAC, par exemple. Vous avez vu ça, j'imagine, les unes et les autres. On a le sentiment là qu'il y a vraiment un gouvernement qui s'en prend à son propre peuple. Qui se défend face à... J'ai un peu de mal à parler de cette façon parce que le peuple n'appartient pas à son gouvernement et que c'est la question de ce possessif. Le peuple dont il est censé être l'émanation. Oui, c'est ça, mais ce qui est très frappant. Jusqu'à preuve du contraire, la seule légitimité du gouvernement, c'est qu'il est issu du peuple. Oui, alors là, on pourrait d'ailleurs y revenir vu la manière dont Emmanuel Macron a été élu, si faiblement élu et élu de manière si fragile. Il y a certainement un élément d'ailleurs majeur qui explique que désormais le mouvement s'oriente vers des questions en gros constitutionnel au sens large, on se retrouve face à un président qui a été élu avec moins de 50% des voix des inscrits, très largement. Pour 18% des inscrits. Très largement. Et on se retrouve dans une situation, pour reprendre les éléments précurseurs dont tu parlais, où on a des manifestations contre la loi travail. Toute la presse, y compris la presse de droite, dit que les sondages, d'après les sondages, elles sont soutenues par 60, 70, 75% des Français qui sont opposés à cette loi de travail. Et puis, quelques mois plus tard, un gars est élu qui met en œuvre une loi de travail encore plus radicale. Qui était déjà membre du gouvernement qui l'avait mis en œuvre et qui avait été à la pointe justement de ces Il y a un espèce de décalage de plus en plus énorme entre la manière dont est menée la politique et les aspirations de ceux qui sont, jusqu'à preuve du contraire, censés être les électeurs. Enfin, en tout cas... Bien sûr, et c'est vrai que ce qui était frappant quand même jusqu'au discours d'Emmanuel Macron lundi dernier, les responsables de l'exécutif, qu'il s'agisse de Macron lui-même ou du chef du gouvernement Édouard Philippe, n'avaient de mots que pour les forces de l'ordre, n'avaient de mots que pour rendre hommage aux forces de l'ordre quand même. Hein. Et évidemment le traitement médiatique des violences qui n'insistait que sur la violence manifestante et jamais sur évidemment, la violence policière. Mais il me semble que de ce point de vue-là, il y a peut-être un écart avec ce qui s'est passé en 68. On a le sentiment, quand on n'est pas spécialiste comme c'est mon cas, qu'en 68, le mouvement a été le fait d'une génération, de classes d'âge quand même bien spécifiques, plutôt jeunes, d'étudiants et d'ouvriers. Par opposition à ce qui se passe avec les Gilets jaunes aujourd'hui, on a le sentiment qu'il s'agit plus de gens qui ne sont pas spécialement politisés, dont la politisation n'est pas spécialement montée au cours des mois précédents, du sentiment d'injustice sans doute, mais on a plus l'impression que c'est finalement la France qui se lève tôt, celle justement qui ne va manifester que le samedi parce qu'elle veut travailler pendant la semaine et qu'elle n'a pas de culture de la grève, et puis elle n'est pas connectée aux structures syndicales, disons aux structures politiques ou syndicales qui iraient dans ce sens. Voilà, et l'emblème même, le gilet jaune, hein,
c'est moche et ça ne va avec rien, disait cette pub soutenue par Lagerfeld, qui prenait le contre-pied, justement. Le gilet jaune, c'est un peu un accessoire, disons, des classes sociales qui ne sont pas politisées, qui sont vaillantes, qui se lèvent tôt, par opposition à Lagerfeld, justement, qui est un grand couturier. Bon, la drôlerie de la chose venait de là, mais que ce soit les gens, justement, qui choisissent pour emblème le gilet jaune, hein, cet élément qui ne peut pas être valorisé à aucun égard, finalement, ni au plan politique, ni au plan esthétique, ça dit quelque chose, me semble-t-il, de la spécificité de ce mouvement aussi. Oui, bien sûr. Et encore une fois, l'analogie avec 68 trouve ses limites, oui. Même si, je voudrais nuancer ce que tu as dit à propos de 68, c'est-à-dire que, bien sûr que la jeunesse, alors il n'y a pas d'homogénéité, il n'y a pas d'une entité qui serait la jeunesse, puisqu'il y a aussi des jeunes qui vont soutenir De Gaulle et le retour à l'ordre. Bon, donc la jeunesse, c'est évidemment très compliqué d'en parler comme si elle formait une entité spécifique. Les jeunes, en 68, jouent un rôle crucial, décisif, moteur, catalyseur, etc. Mais c'est aussi un mouvement qui est intergénérationnel. Parce que quand il y a 10 millions de personnes qui arrêtent le travail, comme c'est le cas en 68, par la grève, plus de 7 millions de salariés en grève, et puis aussi, à certains égards, le monde de l'artisanat, le monde de l'agriculture qui est touché, évidemment les lycéens, les étudiants, etc. Donc ça fait 10 millions de personnes, et donc ces 10 millions de personnes, ce sont plusieurs générations, certains et certaines qui ont déjà vécu les grèves avec occupation d'usines sous le Front populaire, certains et certaines qui revivent les événements d'autres grèves des années 40, 47, la grève de 47, les grèves des années 50, la grande grève des mineurs en 63. Donc là, c'est-à-dire que c'est pas d'un côté 68, un mouvement étudiant, de jeunes, y compris pourquoi pas les étudiants qui sont plutôt des catégories privilégiées à cette époque et qui en ont tout à fait conscience, puisqu'ils sont une petite minorité, hein, c'est 12% d'une classe d'âge à cette époque. Et puis de l'autre, voilà, aujourd'hui, les gens qui se lèvent tôt, pour reprendre cette formule. Non, je ne crois pas qu'on puisse faire cette opposition. Ce qui est en revanche intéressant, c'est que là, le mouvement des Gilets jaunes, il part pas de la capitale. Paris vient après. Voilà. Ça, c'est un aspect très spécifique, me semble-t-il. C'est Tarbes, c'est Toulouse, c'est Aubagne, c'est Commercy, justement. Et Paris est à la traîne. Paris, la ville des révolutions, hein, historiquement, est devenue, d'une certaine façon, la ville des nantis. On a vu encore la semaine dernière plein de gilets jaunes qui demandaient aux journalistes du média qui étaient là où se trouve l'Arc de Triomphe, où se trouve la Tour Eiffel. Ce sont manifestement des gens qui viennent de province. Et d'ailleurs, la géographie des luttes dans Paris s'en trouve complètement changée, puisque ces gens vont Champs-Élysées, ils ne vont pas, entre Bastille et République, suivre les trajets traditionnels. Des manifestations. C'est ce qui inquiète aussi beaucoup et le pouvoir et ses représentants ou porte-parole médiatiques, c'est que là, les manifestations ont lieu dans les beaux quartiers qui symbolisent justement ce contre quoi le mouvement des Gilets jaunes se mobilise. Parce que là, tout à coup, on est face, en effet, à des vitrines de boutiques qui vendent des vêtements que personne parmi nous ne pourra jamais s'acheter, et c'est tant mieux. Mais voilà, et donc il y a quelque chose qui se joue là dans l'espace physique qui est aussi un espace social. Et qui explique en effet la panique, l'Arc de Triomphe. Alors c'est d'ailleurs très intéressant tout ce qu'on a pu entendre dans les médias sur l'Arc de Triomphe, de faire de l'Arc de Triomphe le symbole de la République. C'est absurde. Alors là, c'est quand même un contresens et une aberration historique monumentale, si j'ose dire, absolument. C'est un monument à la gloire des conquêtes militaires napoléoniennes. C'est vraiment un monument aussi de la monarchie d'ailleurs, de la Restauration et de la monarchie de Juillet qui l'ont suivi, puisque sa construction a eu lieu au cours de cette période-là. Donc en faire un monument républicain, c'est quand même assez fou. Mais jusqu'où faut-il aller pour dire que la vraie violence, c'est un tag, les Gilets jaunes triompheront, la vraie violence de notre société, c'est un tag sur l'Arc de Triomphe. Bon, voilà, mais en tout cas, c'est vrai que l'espace social en jeu est absolument majeur parce qu'on voit des petites villes se mobiliser, des mobilisations dans les petites villes, parce qu'il n'y a pas une petite ville qui se mobilise, mais voilà, une partie de la population qui se mobilise. On a vu le Puy-en-Velay avec la préfecture, bien sûr. Mais ça, ça avait eu lieu en 68, justement. Par exemple, à Quimper, les premiers pavés, ils n'ont pas été lancés au quartier latin autour de la Sorbonne, boulevard Saint-Michel, mais ils ont été lancés à Quimper en octobre 1967. C'était une grande manifestation d'agriculteurs à laquelle s'étaient joints des salariés, des syndicalistes, etc. D'accord, mais dans l'entraînement du mouvement lui-même, est-ce qu'en 68, il y a quand même un rôle
d'entraînement de Paris, à partir de mars, quoi, disons. Oui, l'effet d'entraînement, c'est vrai que la question qui se pose toujours, c'est qu'est-ce qui fait un moment qu'il y a ce précipité chimique qu'on évoquait l'un et l'autre tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il y a un alliage, alors même que, par exemple, comme j'essaie de le rappeler rapidement, 67, ça avait été une année de pic de grève, de grande conflictualité sociale, il y avait les grèves de la Rodiaceta avec déjà premières occupations, on disait nous sommes des hommes, pas des robots, contre la mécanique aliénante du travail, etc. Mais 67 ne fait pas événement, alors que 68, oui. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait événement ? En 68, c'est quand même l'indignation face à la répression policière. C'est l'indignation face aux images qu'on voit en une des magazines. Je pense à cette couverture du Nouvel Observateur où on voit un jeune ensanglanté, voilà, le visage en sang. On voit des jeunes qui sont à terre, qui sont déjà blessés et qui sont encore frappés à coups de matraque par les forces de l'ordre. Ça a suscité une indignation phénoménale dans le pays. J'ai même retrouvé des lettres de protestation à Guéret, dans des cantons ruraux de la Creuse, des gens qui écrivent au Premier ministre Georges Pompidou pour témoigner de leur indignation face à cette violence. Oui, début mai. Après la première manifestation de mai. Oui, c'est-à-dire 3 mai, évidemment la première nuit des barricades dans la nuit du 10 au 11 mai, mais dès le début de mai, on voit cette indignation. Voilà. Or, on a un peu l'équivalent, ça part pas de là, mais on a un peu l'équivalent évidemment avec les images terribles de Mantes-la-Jolie. Quand on voit ces images, je sais pas, on a vraiment l'impression d'être dans un camp, non, je sais pas si vous avez eu cette impression, mais un camp des jeunes qui sont humiliés, agenouillés, contre un mur, les mains derrière la tête, ça c'est une image qui forcément cristallise une indignation et qu'on a vu beaucoup dès lors reproduite dans les manifestations lycéennes et étudiantes, et même au-delà des lycéens et des étudiants qui se mobilisent ces dernières. Voilà, s'agenouiller pour reproduire cet acte-là, pour montrer quel est le degré là, de violence à la fois physique et symbolique. Et il faut aussi rappeler que ce n'est pas seulement le pouvoir policier, le pouvoir au sens d'une force policière, mais c'est aussi celle des procureurs. Parce qu'à l'égard des lycéens et des lycéennes mobilisés, il y a une fermeté en fait, qui est un arbitraire aussi total, qu'on a vu, et là c'est historique, là c'est vraiment inédit. Par exemple, des procureurs qui exigent des prolongements de garde à vue, 24 heures, 36 heures, pour un tag, et en plus sans preuve, évidemment, sans certitude. Il y a beaucoup de lycéens qui ont été en garde à vue sur une base qui était absolument vide du point de vue factuel. Et il y a eu un document intéressant sur Mediapart, un texte émanant d'anciens actrices et acteurs des mouvements lycéens et étudiants depuis 73-76 jusqu'au CPE et plus encore 2010, le mouvement anti-loi travail, en passant par de Vaquet en 86, etc., le CIP, sous Balladur, qui disent, ce texte dit, en fait, jamais on a subi une telle répression. Jamais on s'est retrouvé en garde à vue pour un tag, jamais on s'est retrouvé en garde à vue pour supposément intrusion dans un établissement scolaire, c'est-à-dire pour aller participer à une assemblée générale. Donc là, y compris, on a vu par exemple à Ivry, lors de garde à vue de lycéens du lycée Romain Roland, 36 heures de garde à vue pour un tag, supposément encore une fois, et on a vu y compris les policiers de quartier s'étonner que le procureur exige le prolongement de la garde à vue. Et là, ils ont des ordres du ministère de la Justice. Absolument. Et donc du Premier ministre et de la Présidence. Voilà, il faut à toute force dissuader d'aller manifester, donc dissuasion par la violence, parce qu'évidemment, je ne sais pas si vous l'avez éprouvé, mais on finit par avoir peur d'aller manifester, c'est pas nouveau. Hein. Pendant les mouvements anti-loi travail, on avait déjà très peur de se retrouver avec les grenades gazées, les grenades de désencerclement, les grenades offensives, etc. On a vu les personnes âgées avec des lunettes de piscine. Absolument, et puis en plus maintenant, même quand on a du liquide physiologique ou des lunettes de piscine et qu'on se fait fouiller et qu'on se fait, voilà, que les forces de l'ordre nous prennent ça, c'est déjà... Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas avant les années 2000, avant l'époque Hollande, quoi. Voilà, c'est vraiment Valls Hollande. C'est le quinquennat Hollande y compris, j'ai lu par exemple dans la presse, notamment allemande, par exemple, un étonnement face au degré de cette répression en France, quoi. Il y a quand même une déstabilisation par rapport à cette violence-là. Donc c'est dissuader à toute force par la violence, par aussi cette sévérité
judiciaire absolument hors norme par l'usage de ces articles du Code pénal, et puis une violence symbolique, médiatique, entre autres. Et là encore, il y a eu un précédent avec les lycéens, avec il y a quelques mois, un quart entier de lycéens qui a été en garde à vue toute la nuit, à l'époque de Nuit de Blue. Non, mais en fait, ce qui est frappant, c'est que moi, j'avais vu ça en étudiant le mouvement de 2006 contre le CPE. Du côté des forces de l'ordre, il y avait ce qu'on appelait le syndrome Malik Osekine. Voilà. Il y avait le syndrome Malik Osekine. Rappelons que Malik Osekine est ce jeune homme qui a été tabassé à mort par des policiers voltigeurs. Donc, ils étaient en 86, en décembre 1986. Dans le mouvement contre la loi de Vaquet. Contre la loi de Vaquet, voilà. Mouvement lycéen et étudiant, mais qui a donné lieu dès lors à une mobilisation aussi du monde du travail, des grandes grèves. Et à un moment, on s'est demandé s'il n'y aurait pas une grève générale. C'est très frappant parce que le souvenir de 68 a beaucoup rejoué en 1986. Mais depuis lors, il y avait quand même un traumatisme et du pouvoir. Chirac l'a clairement éprouvé, parce que c'était Chirac qui était Premier ministre en 86. La présidence en 88, peut-être. Pour partie. Mais en tout cas, il y avait ce syndrome, et c'était le cas aussi du côté des forces de l'ordre. Comment éviter à toute force un nouveau Malik Osekine? Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est terminé. Qu'ils sont dans une espèce de fuite en avant. Parce que là, on a dit beaucoup, y compris... de Hollande. Il me semble que ce tournant-là historique, il date de Hollande et Valls. La manière dont la mort de Rémi Fraisse, donc qui a eu le dos déchiqueté par une grenade à Sivens, la manière dont finalement le gouvernement Hollande-Valls, Cazeneuve a assumé et assume encore, dont il n'y a pas eu finalement de grands mouvements de protestation. Quelques interventions à l'Assemblée nationale, notamment Cécile Duflot, Mélenchon aussi, avait pris position très nettement à cette époque-là. Mais enfin, ils avaient été très isolés. Est-ce que ça ne marque pas un tournant finalement entre ces deux morts, d'un côté Malik Osekine, puis celle de Rémi Fraisse, deux étapes. Entre ces deux morts, la police observe une certaine modération, et puis depuis, se lâche à nouveau. C'est vrai que... y compris moi, personnellement, ça m'a mise vraiment dans un état à la fois de colère et de chagrin, de voir au moment de la mort de Rémi Fraisse, mais on pourrait parler d'autres morts, on pourrait parler de la mort d'Adama Traoré, on pourrait parler de tous ces... Il y a eu 200 morts depuis les années 80 de jeunes tués par les forces de l'ordre. Lamine Dieng, bon, voilà, pas seulement des jeunes d'ailleurs. Fraisse, c'est dans le cadre d'une manifestation politique, enfin dans le cadre d'une action politique. Bien sûr, mais il s'agit de violences policières contre des gens issus de l'immigration en général. Tout à fait. Mais ce qui a été beaucoup rappelé aussi pendant le mouvement anti-loi travail, c'est que tout à coup, cette répression policière qu'on connaissait désormais sur les ZAD, comme c'est le cas à Sivens avec la mort de Rémi Fraisse, ou qu'on connaissait dans les cortèges du mouvement anti-loi travail, cette violence-là, elle était éprouvée au quotidien quasiment dans les quartiers populaires, et notamment par les jeunes des quartiers populaires. Bon. Donc là, il y avait quand même aussi toute une réflexion sur les jonctions possibles, parce que voilà, tout à coup, des syndicalistes faisaient face à cette répression qui leur paraissait inédite, mais que connaissaient déjà les quartiers populaires. Mais c'est vrai que la comparaison est intéressante et cruciale et en même temps tragique, de la mort de Malik Osekine, qui avait suscité des mobilisations considérables avec des manifestations de centaines de milliers de personnes, par rapport à la mort de Rémi Fraisse, qui n'a pas soulevé cette indignation-là, même s'il y a eu des manifestations. Je me souviens notamment de manifestations importantes à Toulouse, et quelqu'un qui a été très grièvement blessé d'ailleurs lors de cette manifestation à Toulouse, éborgné par un tir de flashball, donc c'était un redoublement du tragique, mais il est certain que, bon, sans doute parce que c'était un gouvernement supposément de gauche, il n'y a pas eu ce mouvement de protestation. Il y a aussi un blocage au niveau des répercussions médiatiques, c'est-à-dire que quand il n'y a plus aucun média qui prend en charge d'une certaine façon l'indignation, la protestation, elle reste inexprimée, enfin elle ne peut pas prendre, elle ne peut pas se développer. C'est vrai, d'autant plus que non seulement les médias, il n'y a plus de médias pour les prendre véritablement en charge, mais il y a aussi désormais à flux continu des médias qui sont là pour entériner cet ordre. C'est pour ça que, y compris par rapport à 68, c'est vrai qu'on a beaucoup dit à juste titre que les médias étaient aux ordres, c'était l'Office de la radio et de la télévision française, l'ORTF, le ministre de l'Information qui avait droit de regard sur la moindre ligne prononcée lors de ces émissions et qui pouvait utiliser les ciseaux d'Anastasie pour censurer, couper, voilà. Et donc ensuite, il y a eu la disparition de l'ORTF, la supposée libéralisation du monde médiatique. Mais aujourd'hui,
c'est pas pour dire c'est pire ou c'était mieux avant, c'est pas ça, mais on est face à un monde médiatique, et ici aux médias, on le sait mieux qu'ailleurs peut-être, la nécessité de faire des médias alternatifs ou des médias grâce aux réseaux sociaux, etc., pour contrer cette parole-là qui est quand même écrasante. Il y a à nouveau une chape de plomb, mais cette chape de plomb elle est peut-être plus difficile à lever puisque... Beaucoup plus difficile, et y compris on le voit, par exemple, moi il se trouve que moi je travaille dans une université, il y a des discussions qui se mènent, parfois en cours y compris, ou dans des assemblées générales bien sûr, mais sur la situation, parce que bon, on est quand même beaucoup à penser qu'on n'est pas juste là pour enseigner ou de l'histoire complètement déconnectée de ce qui se passe parmi nous, au milieu de nous. Et quand même, ce discours BFM TV, voilà, ce discours BFM TV qui imprègne les consciences, et comment pourrait-il en être autrement? Bien sûr, il y a des contre-feux, mais ça reste quand même très difficile parce que c'est envahissant. Une lecture apologétique en direct des événements qui déjà les met en forme, qui déjà les emballe dans une vision pro-gouvernementale et réactionnaire, quoi. Oui, et puis en fait, on ne peut plus échapper à BFM TV, en fait, parce que dès que vous vous posez dans un café, vous avez des écrans géants avec BFM TV. Donc quand bien même, il y a aussi une grande lucidité, on le voit au cours de ce mouvement des Gilets jaunes, avec y compris, voilà, des... ils sont obligés de venir en voiture banalisée, BFM. Absolument, c'est quand même... Voilà, parce que comment pourrait-il là aussi en être autrement? Il y a quand même cette grande conscience, cette grande lucidité face à ce que ça représente. C'est même complètement effrayant de voir ces spécialistes police-justice de BFM TV qui disent il ne faut pas aller manifester, c'est irresponsable, c'est irresponsable. Les avocats qui, y compris appellent à manifester, c'est irresponsable, c'est irresponsable, c'est irresponsable. Donc un discours qui est au sens strict performatif, c'est-à-dire voilà, notre parole, elle doit être agissante, il faut absolument dissuader et disqualifier toute forme de mobilisation sociale. C'est une manière de faire disparaître la séparation des pouvoirs, la vieille séparation des pouvoirs qui est supposée être indispensable. Est-ce que le public voudrait intervenir? N'hésitez surtout pas. Oui, alors je voulais intervenir sur le fait quand même important dont voilà, vous n'avez pas parlé là. Vous avez bien dit l'importance de 95, qui était effectivement la résurgence d'un mouvement. Après une longue période quand même, mitterrandisme atone. Mais ce qui a été important en 95, c'est le fait que c'était un mouvement victorieux. Moi, je pense que l'important dans un mouvement est toujours la manière dont il sort à la fin. Bon, en 68, c'est un grand sujet, mais on a perdu. D'une certaine manière. On a perdu, et les ouvriers qui ont eu Segui rapportant son petit papier des accords de Matignon l'a bien senti. Mais voilà, l'importance de la CGT était telle, enfin bon, on ne va pas refaire mai 68, mais dans la mesure où on a perdu, c'est quand même un grand coup sur la tête qui fait qu'on ne s'y remet pas tout de suite. Bon, en 95, voilà, il y a eu un coup d'arrêt. Bien sûr, c'était défensif, mais bon, on se souvient de l'intervention de Juppé, de Nota, etc., du fait qu'il y a eu un renouveau syndical quand même. C'est à cette époque-là qu'ont commencé les Suds en particulier. Moi, je me souviens également de la campagne pour le référendum, alors qui a été vécue par les comités pour le non comme une grande chose, parce que vraiment... on faisait des réunions partout et il y avait un monde fou. Les gens en discutaient dans le métro, alors que pendant les batailles de la loi travail, on se disait tous, voilà, on est très très nombreux et puis à la fin, on perd. Et c'est désespérant. On le voit dans le film aussi, qui est caractéristique, sur les LIP. On voit la dernière manifestation qui est un raz-de-marée. Et puis le lendemain matin, voilà, le pouvoir plie l'affaire. Et puis la grande manif, c'est fini. Et donc, au bout d'un moment, on était assez nombreux à dire on ne veut plus de grandes manifs qui perdent. Et effectivement, le problème est
la chose qu'il faut résoudre, c'est effectivement dans la durée et d'essayer de remporter des victoires, ce qui est déjà là le cas en fait du mouvement qui est en cours, puisque le recul est quand même important à plusieurs titres. Bien sûr, oui, on peut discuter. On va peut-être demander à Ludwig de répondre d'abord sur ce point. Voilà. Est-ce qu'en 68, finalement, le mouvement a perdu? Et puis il y a aussi cette question du backlash après, dont il faut toujours beaucoup se méfier. C'est ce que disait Bourdieu aussi. Il n'y a rien de pire que les révolutions qui ne vont pas jusqu'au bout. Elles sont suivies de mouvements terribles de recul. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas les faire, évidemment. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'engager. Comment est-ce que tu vois, toi, cette idée que 68 a été un échec en définitive? Alors, la question de l'interprétation de 68 en termes de victoire ou d'échec, d'ailleurs, on le voit parmi vous, vous n'êtes pas d'accord entre vous, donc ça sera intéressant de prolonger cette discussion. C'est-à-dire que pour certains et certaines, ce qui a été obtenu, c'est-à-dire une augmentation de 35% du SMIC, une augmentation des salaires de 7 à 10%, la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. Si on avait une augmentation de 35% du SMIC, là, je pense que... Oui, mais justement, ce qui était très intéressant à ce moment-là, c'est que beaucoup ont dit, non seulement c'est pas du tout à la hauteur de l'ampleur de la grève générale, beaucoup ont dit qu'il n'y avait absolument rien sur les conditions de travail, sur l'âge de la retraite, sur le temps de travail, sur voilà, bien des aspects qui concernaient, en fait, qui avaient posé des questions fondamentales sur l'abaissement du temps de travail, etc. Bon. Et surtout, beaucoup ont dit à cette époque que cette augmentation salariale allait être très rapidement balayée par l'inflation, ce qui a été le cas vraiment très très vite. C'est-à-dire que les hausses de prix, de tarifs divers ont eu lieu dès septembre, dès la rentrée. Voilà. Donc, et en fait, il y avait vraiment là un clivage d'interprétation sur le moment même, au vif de l'événement. Et moi, j'ai forcément en tête cette magnifique image que vous pourrez retrouver facilement sur YouTube de Jocelyne, ouvrière aux usines Wonder à Saint-Ouen, banlieue nord de Paris, dans un petit film qui s'appelle « La reprise du travail aux usines Wonder » en juin 68, où elle dit, donc le travail et la reprise du travail vient d'être votée à une très courte majorité dans cette usine, et elle dit, elle crie et elle pleure. Et elle est désespérée à l'idée de reprendre, elle ne veut pas reprendre, elle dit « je ne rentrerai pas dans cette tôle ». Et elle dit qu'en fait, rien ne va changer, le patron sera toujours le patron, la structure même du travail ne changera pas. Et à mon avis, elle incarne en fait ce clivage d'interprétation sur le résultat de Grenelle en particulier. Mais pour autant, je n'irai pas jusqu'à dire que du coup, ensuite, ça a été un coup de massue parce que, en fait, 68 a ouvert, ce qu'on appelle en général les années 68, a ouvert une période de lutte sociale d'une très grande intensité, en gros, jusque, certains vont dire 73-74, d'autres vont dire 79, avec la grande grève des sidérurgistes, voilà. En 79. Donc ça ouvre une période où le rapport de force, malgré tout, y compris sur les lieux de travail, a changé, s'est métamorphosé. C'est-à-dire que là, il y a eu une sorte de dignité retrouvée, d'offensive, de détermination, de ténacité dans les luttes sociales, qui ont fait que beaucoup d'acquis qui n'avaient pas été conquis à Grenelle en 68 l'ont été dans les années plus tard, sur toutes ces questions d'augmentation de salaire, de diminution du temps de travail, de congés payés, etc. Voilà. Donc 68 n'a pas été de ce point de vue le coup de massue, me semble-t-il, que vous décrivez. Alors après, ce qui est certain, c'est que dans beaucoup de mouvements, en 2003, en 2010, et puis en 2016, pendant le mouvement contre la loi dite loi travail, ont été des défaites. Alors, pour autant, il y a eu quand même des expériences qui ont été accumulées, mais on ne peut pas du tout, et vous avez tout à fait raison de le souligner, balayer d'un revers de main le fait qu'il s'est agi de défaites. On l'a vu par exemple aussi beaucoup dans l'enseignement. 2003, la défaite de 2003, la grève des lycées, voilà, oui, ça a été quelque chose de profondément désespérant qui a rendu difficile par la suite les luttes sociales. Donc là, c'est vrai qu'on est face à une configuration qui est très intéressante et c'est ouvert. Justement, on ne va pas ici refermer l'événement parce qu'il est pleinement ouvert. Donc des chemins se dessinent qui sont divers. Je pense pas qu'on puisse dire pour l'instant que le mouvement ait obtenu beaucoup, parce que là on pourrait, je ne sais pas si on va le faire, mais analyser, décortiquer dans le détail ce qu'a annoncé Macron
ce qui est quand même vraiment pas du tout... Enfin, il a beaucoup surjoué, mais il n'y a pas d'augmentation du SMIC, c'est l'augmentation de la prime d'activité. On pourrait aussi discuter point par point, par exemple, des heures supplémentaires désormais non seulement défiscalisées, mais exonérées de cotisations sociales. Ça veut dire pour les employeurs, mais, surtout n'embauchez pas, faites faire des heures supplémentaires, vous ne paierez pas de ce qu'ils appellent les charges, en fait, ce qu'on peut continuer nous à appeler cotisations sociales. C'est la même chose pour la prime d'activité. Bon, déjà, Macron, pas la prime d'activité, mais la prime de fin d'année. Macron dit, oh bah oui, bah, les entreprises vont accorder une prime de fin d'année. Bah, c'est pas lui qui va pouvoir en décider, de toute façon, tout comme c'est la loi, c'est la législation qui augmente le SMIC et pas le président de la République. Mais quoi qu'il en soit, là aussi, en 68, justement, c'est très intéressant. J'ai retrouvé, par exemple, les cahiers de revendications à Air France et à Air Inter. Et d'ailleurs, c'était surtout des femmes, hein, des hôtesses de l'air, des hôtesses d'accueil qui mettaient en avant ces revendications, qui disaient « Nous ne voulons pas de primes. Nous ne voulons pas de primes. Les primes nous divisent. Les primes sont là pour nous mettre en concurrence les uns avec les autres, les unes avec les autres. C'est vraiment la compétition généralisée, ce que représente la prime. Nous voulons des augmentations de salaire. Nous voulons que les primes soient intégrées dans les salaires. » Et donc là, par exemple, ce que propose Macron, outre que c'est vraiment de la poudre aux yeux et très largement de l'entourloupe, mais c'est en plus dire aux employeurs, mais surtout n'augmentez pas les salaires, donnez des primes, distribuez des primes. Selon votre inspiration, selon vos possibilités. Voilà, ça fait quand même aussi partie d'une grande condescendance sociale. On va vous donner quelques miettes de fin d'année, votre petit cadeau du Père Noël, et puis surtout rentrez chez vous, bonnes gens, quoi. C'est vraiment ce que Jacques Rancière appelle la police. Voilà, c'est-à-dire chaque chose à sa place, rentrez chez vous, bonnes gens, circulez, il n'y a rien à voir. C'est la chose politique dans sa version purement policière, si on prend les termes de Rancière, c'est-à-dire voilà, restez assignés, confinés dans votre place. Je vous ai compris, ou je vous ai mépris, hein, pour reprendre un jeu de mots qui est en train de circuler beaucoup, je vous ai mépris, et voilà quelques miettes. Donc, mais en même temps, là où je vous rejoins, c'est que il a pu donner en effet le sentiment de reculer. Il ne touche à rien du système. Il a dit le SMIC sera augmenté sans qu'aucun euro ne soit versé par les employeurs. Donc ce qui est déjà une manière de ne surtout pas toucher. À vos frais. Voilà, à vos frais. Mais chers gilets jaunes, vous battez pour davantage de justice fiscale, mais c'est quand même sur vos impôts qu'on va financer cette augmentation de la prime d'activité. Mais c'est quand même en diminuant l'argent public pour les services publics, etc. Alors même que le mouvement des gilets jaunes est en train de réclamer qui est beaucoup plus d'investissement dans les services publics, dans les transports, dans l'école, etc. Enfin, donc, voilà, il ne touche pas à l'ISF, il ne touche pas au CICE. Enfin, la sanctuarisation de l'ISF est tout à fait symptomatique. Sinon, il est mort politiquement. C'est ça qui est, et c'est ça que pose le mouvement des Gilets jaunes. C'est à quelles conditions de possibilités sociales et politiques peut-on avoir satisfaction sur toutes ces revendications portant sur la justice sociale, sur la justice fiscale? Et en fait, on en revient au début de la discussion, c'est-à-dire que la condition de possibilité, c'est Macron démission. C'est-à-dire que ce n'est pas Macron qui peut satisfaire ces exigences-là. Ce qui est un mot d'ordre du mouvement. Ce qui est un mot d'ordre du mouvement depuis le départ, de manière très symptomatique. Qui est central, qui est profondément politique, mais qui, au-delà du Macron démission, en fait, pose la question d'un système. Parce que c'est à la fois Macron dans son mépris, son mépris de classe, etc. Macron, il peut y avoir le même à la place. Voilà, mais c'est poser la question de au-delà de Macron, voilà ce qu'il représente, ce que ce système-là représente. Donc vous voyez, enfin, dans votre, qui est plus qu'une question, mais dans votre prise de position, je pense que là où vous avez raison, c'est qu'il fait mine de reculer. Or, ce qu'on voit, mais on verra dans les jours à venir, c'est que personne n'en est véritablement dupe. Je voudrais réagir sur 3 choses. En comparant les différents mouvements, notamment mai 68 et maintenant, sur l'indignation. Là, je partage tout à fait ce que vous avez dit. Simplement, je constate que la presse ne reprend pas ces questions-là comme elle l'avait repris en 68. On avait un mouvement des journalistes en 68. D'ailleurs, il y en a une bonne partie qui ont été licenciés de l'ORTF. Hein. Aujourd'hui, il y a des notables du journalisme qui sont très bien assis et qui contribuent à faire le service après-vente du pouvoir sur tout ça. Donc, si on n'avait pas eu les réseaux sociaux et d'autres médias alternatifs, comme le Média, on ne saurait pas ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, et qui, moi aussi, m'a fait quasiment venir les larmes aux yeux, tellement c'était terrible. Et cette indignation-là, je crois que c'est à la fois
une comparaison, une différence avec ce qui s'était passé en 68. La deuxième chose qui me semble également très différente, vous l'avez évoqué également, c'est la judiciarisation de tous les mouvements syndicaux, politiques, etc. C'est quand même invraisemblable qu'une formation politique, par exemple, se soit fait mobiliser toute la police en même temps, le même jour, pour des perquisitions, et que ça a provoqué des réactions relativement modestes en dehors du principal intéressé. Donc, c'est quelque chose d'incroyable. Ce qui se passe avec nos jeunes que l'on embarque, il y a de la prison qui ont été prononcées pour avoir, dans les manifestations, fait trois bricoles. Hein. Tout ça, c'est extrêmement important. Et ce que je note, c'est que des gens qui se sont tus pendant tout cela commencent à en subir également eux-mêmes les conséquences. Par exemple, des écologistes qu'on n'a pas entendus du tout dans les périodes, eh bien, on commence à les mettre en prison aussi, ou à les garder à vue dans tout ça. C'est extrêmement grave et ça nécessiterait effectivement là-dessus beaucoup de choses. Et le problème la troisième question que je voudrais évoquer avec vous, c'est que justement, je ne sens pas dans tout le mouvement progressiste dans notre camp. Moi, j'ai 75 ans, donc je vois bien qu'il y a quand même, j'ai quelques expériences sur ce niveau-là. Ils sont extrêmement divisés. Il y a des gens qui ne bougent pas. Je viens d'en évoquer quelques-uns, qui disent pas grand-chose. Je pense à la CFDT. Quand on voyait ce qu'a été la CFDT en 68, et puis aujourd'hui le paillasson que c'est devenu, c'est quand même invraisemblable. Mais la question que je me pose et que je vous pose, c'est est-ce que l'Europe, qui n'était pas présente en 68 au sens où elle l'est aujourd'hui, ne joue pas un rôle déterminant parce que en fait c'est une part de clivage, y compris au sein de notre camp, parce que le véritable obstacle des Gilets jaunes, c'est pas Macron, c'est la Commission européenne et c'est les traités européens qui sont absolument épouvantables et injustes. Alors est-ce que c'est bien cela? Et quand ils demandent Macron démission, ça suffira pas parce qu'il faudra les monter jusqu'à Bruxelles. Merci beaucoup. Si je peux juste compléter, j'y pensais déjà tout à l'heure en vous écoutant, quand vous avez parlé du mouvement de 2005, qui lui a été suivi d'une victoire, au sens où le référendum s'est terminé avec quasiment 55% de non. Alors l'année suivante, le traité de Lisbonne a fait passer exactement la même chose sans recourir à l'approbation populaire. Il me semble que le clivage qui aujourd'hui partage les gilets jaunes et les anti-gilets jaunes ressemble beaucoup au clivage qui opposait en 2005 le oui et le non, avec cette situation déstabilisante que d'un côté comme de l'autre, il y a des gens qui s'identifient à la gauche et à la droite, qui sont ensemble. Mais ce n'est pas la même gauche et droite d'un côté et de l'autre. Et quand vous dites, évidemment, Macron démission, c'est très bien, mais si on a un autre qui fait la même chose, c'est-à-dire ce que ce que les institutions de l'Union européenne exigent, le problème ne sera absolument pas réglé. Ludivine, comment tu... Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que, y compris, alors les questions ne se posaient pas avec la même acuité, mais je vous ai parlé des mouvements d'agriculteurs en 67-68, notamment cette grande manifestation à Quimper en octobre 1967, qui pointait déjà du doigt la responsabilité du marché commun en train de se constituer, qui disait, mais à Quimper, octobre 67, on dit, voilà, ce marché européen, il est en train de créer, de créer des inégalités de plus en plus vertigineuses entre ceux qui seront tout à fait dans le sens du vent de ce marché, les plus gros exploitants agricoles, etc. Et puis certains qui vont purement et simplement disparaître sous les coups de boutoir de ce marché. Et en tout cas, ce qui était aussi intéressant, c'est que cette constitution d'une Europe, alors c'est problématique quand on dit l'Europe, parce qu'évidemment, c'est pas l'Europe qu'on veut, donc c'est en l'occurrence maintenant l'Union européenne, mais à cette époque était déjà posée sous cet angle social, économique et dès lors politique, d'un marché. Voilà. Ce 57, ce qui est constitué, c'est un marché commun. Et donc, voilà, avec une grande lucidité sur ce processus. Et c'est intéressant que vous ayez évoqué, en effet, 2005, le référendum contre le traité constitutionnel, parce qu'il y avait cette même condescendance médiatique à l'égard de celles et ceux qui votaient non. Vous vous en souvenez quand même, il y a eu énormément d'analyses ensuite sur ce mépris social que n'a-t-on pas entendu sur ces gens qui ne comprenaient rien à rien, en s'opposant à l'Europe, comme si on s'opposait à l'Europe, mais pas à des institutions
institutions extrêmement offensives. C'était une proposition de traité constitutionnel européen, Voilà. c'était pas l'Europe en général, c'était ce traité-là. Bien sûr, ce sont des institutions, une constitution. Mais ce qui rejoint le début de notre discussion sur est-ce qu'il faut des référendums, etc. Ce qu'on a bien vu, c'est que c'était un miroir aux alouettes, parce que même s'il y a eu une mobilisation, vous l'avez rappelé à juste titre, il y a eu une mobilisation d'ailleurs par la base, avec tous ces comités auto-organisés de discussion. Qu'est-ce qu'on a pu parler politique à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on a pu vraiment se pencher sur les textes et dès lors se poser beaucoup de questions sur ce qu'on voudrait de manière alternative à cette construction-là. Mais in fine, comme tu viens de le rappeler, Julien, voilà, c'est non. Et puis finalement, on fait d'autres traités et puis on s'assoit très tranquillement et très cyniquement sur ce vote. Donc, en fait, là, je ne sais pas s'il y a un souvenir de tout ça, peut-être, mais c'était une autre pierre à cet édifice qui consiste à montrer que justement cet édifice est fissuré très largement, branlant, en train de s'écrouler sous nos yeux. Ah oui, c'est démocratie. C'est démocratie. On nous fait voter, et puis on va nous faire revoter, hein, comme on le voit aussi en Grande-Bretagne, qu'on a pu le voir, voilà, pourquoi pas faire revoter aussi la population irlandaise, etc., qui avait aussi supposément mal voté selon les commentateurs officiels. Donc il y a tout ça à contribuer quand même largement à cette prise de conscience que quelque chose ne va pas quand on parle de démocratie. Où est le démos, quoi? Où est-on dans tout ça? Où se situe-t-on? Quelle est notre véritable légitimité à nous exprimer? D'où la nécessité de s'exprimer de manière extrêmement différente. Il y a la question aussi du mouvement écologique que vous évoquez. Il faut quand même se rappeler que ce changement sécuritaire de l'ordre policier et judiciaire, il provient aussi de la séquence, notamment de l'accélération avec novembre 2015, l'instauration de l'état d'urgence. Vous vous souvenez des manifestations de novembre 2015 interdites, manifestations contre la COP21, les textes qui disaient « mais nous irons manifester malgré l'état d'urgence », les assignations à résidence pour voilà, des gens qui justement n'avaient pas le droit comme on le voit aujourd'hui, puisque c'est une manière de remobiliser ce dispositif-là, des militants écologistes, etc. Ça a commencé à ce moment-là. Ça a commencé l'utilisation de l'état d'urgence à cause des faits de terrorisme, tout à fait explicitement pour autre chose, pour limiter la mobilisation pour COP21. Et on le voit ô combien aussi avec l'attentat de Strasbourg, puisque il y a tout de suite une instrumentalisation politicienne de la tragédie, puisque certains responsables politiques envisagent de faire interdire les manifestations, disent aussi qu'il est irresponsable d'appeler à la manifestation alors que les forces de l'ordre ont eu à se mobiliser et se focaliser sur la traque du responsable de l'attentat. Tout en ne fermons pas les marchés de Noël. C'est-à-dire que voilà, il faut quand même que le business is business, le commerce continue son mais en revanche, on envisage d'interdire les manifestations pour cette raison. Donc et c'est vrai que cette séquence de novembre 2015, quand la tragédie a été immédiatement exploitée politiquement pour notamment interdire des manifestations comme celle de la COP21, on est en train de rejouer ça en plein, mais sauf qu'aujourd'hui, la sociologie politique de celles et ceux qui sont concernés par cet ordre sécuritaire s'est étendue considérablement. De plus en plus large, ouais. Moi, je voudrais voir, il y a pour moi une espèce d'incompréhension. Il y a une déconnexion, enfin, je ne sais pas si vous l'observez, mais entre ce qu'on nous sert sur certains plateaux, effectivement, la réalité d'un président de la République qui croit reculer, une position un peu de voyez j'ai reculé, mais en réalité bien entendu que non, et de l'autre côté ce qu'on entend sur les ronds-points, ce qu'on entend moi devant les lycées il y a quelque temps, de gens qui n'écoutent pas. Enfin, on a l'impression d'avoir un théâtre avec des personnages qui se parlent sans qu'en réalité l'un n'écoute l'autre. Moi, j'ai pas 75 ans, j'ai 33, mais les bagarres, on en a perdu. Les bagarres, on en a perdu. Pour le coup, moi, j'en ai pas gagné beaucoup. Moi, je suis politisé. La plupart de ceux qui sont en gilet jaune, de ce qu'on a compris, ne le sont pas, ou en tout cas sont en train de le devenir, peut-être. Il y a une espèce de mouvements tout feu tout flamme, parfois inquiétant, même pour des gens qui sont politisés et qui disent attends, il ne faut pas faire comme ça parce que
je vois pas quelle est la fin. Tout à l'heure, on parlait de fin de conflit. C'est assez inquiétant. Et moi, je considère que la non-intervention de certains de corps intermédiaires, comme on les appelle, est liée à ça. Est liée à ça, c'est-à-dire à cette incompréhension totale de quelque chose qui est hors système. Il repousse un système politique qui a fait ses preuves de son inefficacité à rassembler, à faire marcher le démos, à faire marcher la démocratie dans son ensemble, et un système syndical. Vous parliez de la CFDT, on pourrait se poser des questions sur la CGT aussi, ou sur d'autres d'ailleurs, sur son inefficacité à représenter réellement les aspirations essentielles des travailleurs. Je ne parle pas d'ouvriers, là, mais des travailleurs. Vous êtes historienne et pas Madame Irma, mais est-ce qu'on a déjà vu ça? Est-ce qu'on a déjà vu une déconnexion telle entre ceux qui font la révolution, on lui donne le mot qu'on veut, et tout le reste? Pour reprendre la comparaison avec 68, c'est vrai qu'à l'origine, ce ne sont pas les syndicats qui sont à l'impulsion du mouvement. Voilà, bon, ça c'est la première chose, c'est qu'il y a eu des grèves avant, mais il y a des jeunes, il y a des étudiants, il y a des qui partent. Et ensuite, il y a des équipes syndicales à la base, ou alors des gens qui ne sont pas syndiqués et qui se lancent dans la grève, et qui se lancent dans l'occupation, et qui parfois se lancent aussi dans des séquestrations. Ce qu'on a retrouvé d'ailleurs dans les années 2000, il y a eu une phase comme ça d'offensive avec des occupations d'entreprises. Bon, séquestration de patrons. Séquestration, etc. Bon, et donc là, le mouvement syndical prend le relais, contribue très largement à diffuser la grève, par le bas et par le haut. Voilà. Jusqu'à ce qu'à un moment, en haut, au niveau des confédérations syndicales, il s'agit de dire, bon, il faut savoir terminer une grève, pour reprendre la formule célèbre de Maurice Thorez, on oublie souvent de citer la fin, c'est-à-dire dès que satisfaction a été obtenue. Mais bon. Mais il y a eu comme ça, aussi en 68, y compris, beaucoup de syndicalistes, aussi bien à la CFDT qu'à la CGT, qui ne voulaient pas s'arrêter début juin, qui disaient, mais non, mais c'est pas du tout fini, ça peut pas être les élections, c'est pas possible, les élections vont briser toute cette dynamique, on a encore beaucoup à gagner, c'est la plus grande grève générale de l'histoire et on ne va pas s'arrêter là. Donc à cette époque, il y avait déjà cette dissociation. Et là, je crois que par rapport à ce que vous dites, en fait, ce qui est très difficile, c'est de parler des syndicats en général. Parce que bon, d'abord, il y a, me semble-t-il, un clivage que les médias dominants traduisent toujours par réformistes, les syndicats réformistes, qui n'ont rien de réformiste, parce que voilà, historiquement, les réformes, c'était pas des contre-réformes, c'était des avancées sociales, c'était des acquis, etc. Donc là, globalement, ce sont des syndicats qui soutiennent les gouvernements, qui eux-mêmes mettent en œuvre des destructions d'acquis sociaux. Bon, alors on les appelle réformistes, mais bon, il y a quand même un problème. Bon, alors eux, c'est vrai que de toute façon, ils veulent pas entendre parler de grève, de mobilisation auto-organisée, etc. Après, il y a du côté, on va dire, du bloc CGT, FSU, Solidaire, des lignes de clivage, là aussi. On l'a vu récemment, lorsque les organisations syndicales ont été convoquées par le pouvoir exécutif, on a commencé à discuter, Solidaire a refusé d'y aller, en disant mais on ne va pas discuter avec un pouvoir qui est en train de réprimer d'une manière éhontée, terrible, aussi bien les jeunes que les manifestants de manière générale. Et puis ensuite, il y a la CGT, la FSU, qui par exemple appellent à la grève, appellent à des journées d'action, qui sont aussi composées d'équipes syndicales à la base qui font un énorme travail pour la mise en grève. Ça a été le cas aussi pendant le mouvement anti-loi travail. Il ne faut pas du tout négliger cette dimension-là, que quand même ces mobilisations, ces grèves, elles procèdent en général de gens qui sont syndiqués, pas uniquement et pas toujours, mais c'est quand même le cas. Et qui sont dans un tâtonnement, dans une valse hésitation. On le voit bien avec Philippe Martinez, qui tantôt, ça a été le cas il y a quelques jours, a dit en fait il faut des grèves, il faut généraliser la grève, il faut vraiment appeler à la grève et construire la grève partout où on est, et qui ensuite va négocier avec Macron, et puis qui finalement appelle à une journée d'action. Voilà. Donc c'est compliqué, je pense, c'est très difficile d'en parler de manière générale, et je crois qu'il ne faut pas trop participer
à ce discrédit à l'égard des syndicats, même s'il y a d'immenses problèmes. Mais là, moi, je pense plutôt à ces gens qui se battent au quotidien. Tout à l'heure, on parlait des grèves dans les hôtels, etc. Il y a beaucoup de ces salariés qui sont syndiqués dans les McDo, dans les plateformes téléphoniques, etc. Et donc, voilà, il y a aussi des gens qui ne le sont pas. Je veux dire, c'est plus compliqué, mais c'est aussi le cas en 68. Il y a des gens qui ne sont pas syndiqués et qui se lancent dans la grève, mais la grève, elle procède quand même assez largement à ce moment-là du mouvement syndical. Donc, il y a, et je crois, alors je ne suis pas Madame Irma, mais pour aller dans le sens de votre questionnement, je crois que sans grève, aujourd'hui, sans généralisation de la grève, c'est vrai que le mouvement a toute chance ou tout risque, selon les interprétations qu'on veut bien lui conférer, de s'éteindre, en fait. Et donc la question, c'est est-ce que, comme en 68, justement, il va y avoir une sorte de, comme ça, d'alliance, d'alliage, de configuration, où le monde du travail, ou une partie du monde du travail, comme c'est le cas déjà des Gilets jaunes, qui font partie du monde du travail, mais qui sont parfois aussi dans des déserts syndicaux, qui travaillent dans des toutes petites entreprises où il n'y a pas de syndiqués, où la tradition de la grève n'existe pas par la force des choses, parce que ça devient extrêmement difficile de se mettre en grève. Donc là, il y a un enjeu fort, et je crois que beaucoup en sont conscients, y compris dans les directions des confédérations syndicales. Une autre question ? Je voulais revenir sur les grèves lycéennes et mettre une hypothèse aussi sur la question de la répression policière, sur qui sont les lycéens en grève aujourd'hui. Et il me semble qu'il y a une vraie nouveauté de ce mouvement par rapport à... Vous avez parlé par exemple de 86, celui que moi je connais, voilà. De par mon âge, il y a une vraie différence. C'est que en 86, on avait un lycée modèle, nous c'était le lycée Montaigne, dans le 6e arrondissement de Paris. Est-ce que je peux émettre l'hypothèse que jamais les lycéens de Montaigne n'auront à se mettre à genoux devant un policier? Pourtant, je me rappelle de violences mais inouïes entre les étudiants qui étaient enfermés dans Assas du GUD et les lycéens de Montaigne, et puis des images, attention, ça cartonnait, mais ça cartonnait fort. Mais jamais, il n'y aurait jamais eu de ça. Et je pense que c'est le cas. Seulement aujourd'hui, c'est bien ça, en tout cas moi de ce que je vois, du moins lycéen, c'est bien dans les lycées professionnels, de ce que je connais dans mon coin, c'est clairement les lycées, soit professionnels, soit les lycées de pauvres, quoi. Voilà, les lycées de riches, on ne les voit pas. Et ça, il me semble que c'est une vraie nouvelle caractéristique. Et puis une deuxième chose qui... Alors, ce n'est pas une question, c'est quelque chose qui me venait en tête au fur et à mesure de ce que vous disiez. Et c'est... est-ce qu'il n'y a pas un retour ou est-ce que je ne sais pas quoi, en tout cas, de cette vieille notion qu'on appelle l'éducation populaire? Et en tout cas, ce qui est frappant, que ce soit la Révolution française, que ce soit 68, que ce soit 2005, que ce soit les Gilets jaunes, c'est que c'est des très forts moments d'éducation populaire et en tout cas, de mon point de vue, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fort que n'importe quel bureaucrate, je veux dire, quelle que soit sa position par ailleurs intéressante ou pas, mais c'est pas le sujet. Et d'ailleurs, l'étonnement face à des coordinations dans des ronds-points, l'étonnement de voir ah, mais comment se fait-il qu'ils parlent de la dissolution du Sénat? Bah ouais, parce que c'est des gens qui, à partir du moment où ils se parlent, et bah voilà. Voilà. Condorcet, quoi. Voilà. Vous avez absolument raison sur le mouvement lycéen, parce que là, c'est vrai que ça part... D'abord, les violences, elles sont assez étendues, les violences policières, mais elles se concentrent évidemment sur les lycées de quartiers populaires de banlieue. Je pense évidemment Mantes-la-Jolie, je pense à Ivry, je pense à ce qui s'est passé aussi à Garges-les-Gonesse. Voilà, et donc il y a une combinaison qui est sociale, qui est aussi raciste, voilà, très clairement, d'une violence qui est raciste. Il y a une différenciation classiste et raciste entre les lycéens. Vous voulez dire, qui est de plus dans la manière dont ils sont traités, c'est ça? Absolument. Et du coup, le mouvement de diffusion de la dynamique de la mobilisation lycéenne, en fait, elle s'opère à l'inverse des mouvements habituels ou qui partent plutôt des lycées de centre-ville, etc. Alors que là, parce que les lycées de centre-ville sont aussi touchés, d'ailleurs, mais ça a été dans un mouvement inverse. Et pourquoi, sans doute aussi? Parce que, il faut le rappeler, quels sont les fondements de cette mobilisation. C'est à la fois contre la réforme du lycée
qui va introduire une mise en concurrence entre les établissements, puisque ça revient à faire des diplômes d'établissements. Et donc, il y a des établissements qui seront moins bien dotés, avec des parcours sociaux et scolaires qui ne bénéficieront pas de ces délits d'initiés, qui est, bon, bah voilà, bah, et je sais ce qu'il faut prendre, je sais comment je vais faire mon petit marché de discipline, voilà. Donc, ça, c'est la première conscience qui fait que dans certains lycées, il y a cette opposition massive à cette réforme, parce qu'on sait que certains établissements en seront directement les victimes. Et ça, les enseignants aussi en sont conscients. Il y a aussi beaucoup d'enseignants qui se sont mis en grève spontanée pour réagir à la répression que subissaient les élèves. Mais il y a aussi une forte opposition à la réforme, à cette contre-réforme. Et puis, contre Parcoursup, contre la sélection à l'entrée de l'université, dont on sait aussi qu'évidemment, ça va faire rejouer et reconduire des clivages sociaux. Donc, vous avez raison, c'est très important. Et je suis très sensible aussi à ce que vous dites sur la dimension éducation populaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on apprend dans l'événement, comment la conscience, évidemment, est accélérée. C'est pour ça que tout à l'heure, quelqu'un disait ils ne sont pas politisés, mais en fait, si, il y a justement une politisation dans et par l'événement. Et bon, bah, ça renvoie à ce que disait déjà Rosa Luxembourg, parmi tant d'autres, qui disaient, ben voilà, on apprend davantage dans un mouvement comme ça, soit de grève généralisée, un mouvement insurrectionnel, un mouvement révolutionnaire ou pré-révolutionnaire. On apprend davantage, alors je ne sais plus ce qu'elle disait exactement en termes de durée, mais davantage en un mois qu'en 10 ans d'apprentissage, de formation syndicale ou politique. Alors je me souviens plus encore une fois des références exactes de sa proposition et de son analyse, mais en tout cas c'est sûr que on apprend en assemblée générale, on apprend sur les ronds-points, on apprend dans les lieux occupés, on apprend, et y compris, on apprend sur le tas, y compris dans les gestes, dans le répertoire d'action. Voilà. Et donc quelque chose s'intensifie là, qui est le propre d'un événement. Au-delà de la contestation des contre-réformes et de l'injustice fiscale, on voit apparaître aussi une contestation du théâtre politique. Avec la revendication du passage à une 6e République, on conteste les règles du jeu et on veut tourner une page. En début d'émission, vous évoquiez la mise en question, la contestation de la représentation. Vous évoquiez la représentation nationale. Il y a la représentation donc politique et il y a aussi la représentation médiacratique. Mais n'est-on pas aussi en train d'assister à la remise en cause de la représentation théâtrale de cette société du spectacle qui nous vient de loin? Si je peux me permettre, il y a un truc, moi, qui est, du point de vue médiatique, qui m'a fait marrer, quoi. Enfin, c'est cette injonction de nommer des leaders. Il faut vraiment que vous ayez des leaders. C'est pas possible autrement. Vous devez avoir des leaders. Il ne se passe rien, quoi. C'est-à-dire, mais ouais, je pense que il dirait, mais ta gueule, quoi. Et on sent qu'ils deviennent fous en face, quoi. L'essor des mouvements sans leader, et c'est quelque chose que les pouvoirs en général détestent, ne pas avoir d'interlocuteur, ne pas avoir de courroie de transmission, quelqu'un qui vienne de la communauté et qu'on va pouvoir influencer, qu'on va pouvoir convaincre, et qui, en retour, quand il rentrera chez lui avec les autres, aidera finalement à développer une forme de capillarité du pouvoir. C'est la grande hantise des pouvoirs, de ne pas avoir d'interlocuteur comme ça, de ne pas avoir de porte-parole. Les mouvements sans porte-parole, c'est quand même quelque chose qui a commencé à la fin des années 90, surtout au cours des années 2000, me semble-t-il. Et même avant, d'ailleurs, parce que justement, et là en référence à 68, où il y avait eu des leaders, voilà, qui pour le coup, se posaient pas forcément toujours les questions sur leur représentativité. Mais par exemple, au moment des premières coordinations nationales, alors coordination nationale lycéenne et étudiante en 1986, coordination des infirmières, à la Poste aussi, comment on avait repris cette forme-là, qui posait cette question de nous ne voulons pas de représentants qui agrippent notre parole pour l'instrumentaliser ou la déformer. Donc ça, cette question s'était déjà posée en 1986 dans le mouvement anti-loi de Vaquet, et s'est posée à chaque mouvement, notamment, par exemple, pendant le mouvement anti-CPE. Il y avait eu aussi une coordination nationale étudiante et lycéenne en 2006, avec l'idée d'instaurer un porte-parole tournant
voilà, qui était désigné par l'Assemblée générale de la coordination chaque semaine, avec le refus d'avoir une incarnation, une personnalisation. Je me souviens à cette époque, il y avait notamment un rejet de Bruno Julliard, qui était président de l'UNEF à ce moment-là, et qui était le chouchou des médias. Et voilà, et parce que les médias et le pouvoir, vous l'avez rappelé les uns et les autres, ont besoin de ça pour différentes raisons, mais notamment pour dire, bah voilà, regardez, on dialogue, et puis d'ailleurs, et puis pour dire, bah voilà, on a avancé, on a trouvé des compromis, etc. Donc là, il y a une grande lucidité à ce sujet, mais je pense que cette difficulté pour le pouvoir à franchir cet obstacle-là qui se pose à lui, ne lui est pas propre. C'est pas propre au pouvoir, c'est-à-dire que même dans les mouvements sociaux traditionnels ou les mouvements politiques, il y a quand même ce blocage sur la représentation. On a entendu beaucoup, mais par exemple, est-ce que Nuit debout n'a pas trouvé sa limite dans le fait qu'elle n'avait pas de représentants? Et ça suppose du coup qu'on transforme vraiment complètement notre prisme politique. Ce qui est intéressant dans la période, c'est justement qu'il y a un texte intéressant de Dardot et Laval paru dans Mediapart qui évoque ce sujet, qui dit bien à propos des Gilets jaunes, il ne s'agit pas d'une incapacité à être représenté. C'est une volonté politique et pensée comme telle de ne pas être représenté. Et ce n'est pas une limite, mais c'est une force. Et donc la question, c'est comment on peut se représenter cette chose-là comme une force politique qui ouvre des questionnements qui sont très vastes, qui sont fondamentaux, mais qu'il faut nous approprier, qu'il faut familiariser. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on ait ce débat, parce qu'il faut défataliser l'idée de la représentation nationale, comme si c'était la seule et unique voie possible. Et moi, j'ai en tête beaucoup un travail formidable d'un politiste, Samuel Hayat, qui a beaucoup travaillé sur 1848, sur le moment 1848, et qui montre que deux chemins étaient ouverts en 1848. La démocratie qu'on n'appelait pas à cette époque directe, mais qui était une démocratie sociale, une démocratie de tous et de toutes, sans représentants élus tous les 5 ans, tous les 4 ans, etc. Et puis une démocratie que les ouvriers et ouvrières mobilisés en 48 appelaient la démocratie bourgeoise, donc une démocratie représentative. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans ce travail de Samuel Hayat, dans son livre qui s'appelle « Quand la République était révolutionnaire », c'est qu'il montre que rien n'était fermé, rien n'était figé, qu'il y avait des possibles qui s'ouvraient là. Et ensuite, on s'est déshabitué à penser justement une alternative à la démocratie représentative. Donc, finalement, bien sûr, les Gilets jaunes ne font pas se référer à la séquence février-juin 1848. Et leur questionnement, quand même, est... Leur questionnement, son approche... Clairement proche, oui, et structurellement le même, au fond. Ce qui montre bien que, oui, là, on est face à une conscience profondément politique qui permet une imagination. Sartre disait en 68, « Vous avez mis l'imagination au pouvoir ». C'est une expression qui a été quelque peu galvaudée, mais il me semble qu'elle est d'une très grande richesse, d'une très grande portée, parce qu'elle nous aide à rouvrir en fait nos consciences politiques. C'est toujours ce que permet l'événement, et donc il faut s'y tenir. Et je pense que l'une des grandes responsabilités des organisations politiques, syndicales, des mouvements, quels qu'ils soient, organisés, pas organisés, etc., c'est de poser ces questions, de les mettre sur la table, quand bien même pour l'instant ça nous paraîtrait lointain, ce qui apparaît comme utopique. Il faut se le réapproprier, dire que l'utopie, Michel Rio-Sarcé a parlé du réel de l'utopie, on parle des utopies concrètes, c'est-à-dire comment nous refamiliariser pour dire que l'utopie, ce n'est pas du tout le lunaire, l'imaginaire, l'irréel et l'irréalisable, mais c'est quelque chose qui nous permet déjà de prendre conscience ici et maintenant de ce qu'est notre présent et ses limites, et dès lors de penser du futur aussi en lien avec l'histoire, en lien avec des expériences passées et des espoirs passés, qui sont absolument concrets et tout à fait pensables, imaginables et praticables, à condition qu'on se les réapproprie véritablement. Donc ce théâtre dont vous parliez, peut-être en référence à la société du spectacle aussi, j'imagine. Et du simulacre. Et du simulacre, c'est aussi connecté à la question de la représentation et des porte-paroles, qui finalement jouent une pièce qui est la leur, qui est celle du pouvoir, mais qui n'est pas forcément celle des gens dont ils se prétendent les mandataires, dont ils sont censés être les mandataires. Est-ce qu'il y avait encore une question? Alors surtout, puisque tout le monde a dit son âge, hein, alors moi aussi, je me souviens bien de mai 68, et il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est vraiment l'importance de la guerre d'Algérie. Hein.
La fin de la guerre d'Algérie n'est pas si lointaine, en 68, avec les massacres du 17 octobre 61, Charonne. C'est quand même des choses qui marquent l'imaginaire des jeunes. Et au niveau des luttes à l'époque, il y avait un maillage, en particulier chez les étudiants, extrêmement important contre la guerre au Vietnam. Les comités Vietnam de base ont joué un rôle extrêmement important dans la prise de conscience politique, l'exercice aussi de la réflexion au niveau international. Absolument, mais c'est vrai que c'est ce qui fait aussi une des différences avec l'époque actuelle, c'est que le mouvement de 68 est un mouvement qui est non seulement un moment mondial, mais aussi un moment profondément internationaliste, avec vraiment une conscience des solidarités nécessaires, avec toutes les luttes d'autodétermination des peuples dits à l'époque du tiers-monde, l'importance bien sûr du coup absolument décisive de l'anti-impérialisme, ce qu'on appelle l'anti-impérialisme à cette époque, contre l'intervention militaire des États-Unis au Vietnam, qui fait ressurgir bien évidemment, vous avez raison, le souvenir de la guerre d'indépendance algérienne. Alors, en 68, d'ailleurs, on parle très peu du 17 octobre 1961. C'est l'oubli du 17 octobre. Annie Ernaux a des pages très belles à ce sujet dans Les Années, où elle dit, a posteriori, son conflit de mémoire, parce qu'elle-même n'avait pas à l'esprit le 17 octobre, qui avait été enfoui alors que c'était un massacre d'État, directement approuvé et validé par l'Élysée et puis mis en œuvre par Maurice Papon, qui était à l'époque préfet de police de Paris. Mais en revanche, en 68, on se souvient énormément de Charonne. Et aux premières manifestations, aux premiers affrontements avec les forces de l'ordre, on entend beaucoup « c'est Charonne, ils vont recommencer ». Donc, autre massacre d'État, pour reprendre la formule de l'historien Alain de Verbe, le 8 février 1962, avec les 9 morts lors de la répression policière de la manifestation. Et là, vous avez aussi tout à fait raison, en soulignant les effets de prolongement entre la guerre d'indépendance algérienne et 68, c'est que, par exemple, beaucoup de jeunes, notamment dans les lycées, s'étaient mobilisés à partir de 1960 dans des comités qu'ils appelaient des comités lycéens antifascistes. Donc, même s'ils avaient et elles avaient interdiction de faire de la politique dans les lycées, de discuter politique, etc., et de s'organiser, ces élèves l'ont fait et ont créé comme ça ces comités. Et beaucoup s'en sont souvenus aussi en 1968 parce que la politique était désormais l'affaire de tous au moment de la guerre d'Algérie, qu'on pense bien sûr aux grands rassemblements qui avaient été impulsés notamment par l'UNEF, par le PSU en octobre 1960 ou après. Donc la guerre d'Algérie avait en effet joué un rôle tout à fait décisif. C'est vrai que là, j'en avais pas parlé parce que il n'y avait pas... justement, par exemple, toutes les thématiques de l'anti-impérialisme, de l'antimilitarisme, ce sont des thématiques qui ont été un peu mises sous le boisseau, y compris dans des courants politiques qui se sont revendiqués de longue date, même si j'ai vu un texte des Gilets jaunes. Voilà, c'était un texte très intéressant politiquement, signé Gilets jaunes, mais le problème c'est qu'on ne peut jamais véritablement identifier la source, la généalogie de l'inspiration, etc., mais qui pointait du doigt la présence des troupes françaises, notamment en Afrique, qui pointait du doigt les interventions militaires françaises et qui disait qu'il fallait en finir avec cette logique militaire, interventionniste, d'ingérence, etc. Voilà, donc c'est pas une thématique qui est très présente dans l'espace public et politique. C'est la raison pour laquelle voilà, le rapprochement n'est pas véritablement possible avec 1968, mais malgré tout, il y a quand même cette conscience, aussi cette interrogation que l'événement fait ressurgir aussi. Il n'y a pas cette dimension internationaliste, il n'y a pas ce lien souterrain aussi, ou plus ou moins explicite avec la guerre d'Algérie, peu d'années avant comme en 68. Ceci dit, il y a quelque chose de nouveau, en revanche, qui est l'interrogation autour de la mobilisation des banlieues, autour de la mobilisation des racisés, si on veut, de ces mouvements-là, de la connexion possible aujourd'hui entre les Gilets jaunes qui ne sont pas marqués de ce point de vue-là,
qui semblent très bien distincts, disons, des mouvements contre les violences policières à l'encontre des racisés, des mouvements des banlieues, des mouvements de l'antiracisme politique, mais semble-t-il quand même des points de contact de plus en plus nets aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines qui viennent. Je pense, et notamment à la faveur de ce que nous avons rappelé tout à l'heure avec cet échange sur les lycées de quartiers populaires, de banlieues, de villes populaires qui subissent tout particulièrement la répression. Je pense à ce collectif qui s'appelle le collectif Rosa Parks, qui a organisé une manifestation importante. Qui a eu lieu le 1er décembre aussi. Qui a eu lieu le 1er décembre, qui était prévu de très longue date. Qui était prévu de longue date contre le racisme structurel, hein, donc une manifestation de l'antiracisme politique extrêmement déterminée. Avec le gant noir en plus. Avec le gant noir, voilà, qui rappelle évidemment Tommy Smith en 1968 et la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, qui rappelle collectif Rosa Parks, qui rappelle le geste le 1er décembre 1955 de Rosa Parks qui refuse de céder sa place à un blanc dans le bus, et qui aujourd'hui, ce collectif Rosa Parks est très mobilisé, notamment à Mantes-la-Jolie, voilà, dans cette, y a un comité des maires aussi, MERES, hein, des maires de lycéens et de lycéennes, voilà, qui pointent du doigt, hein, cette intersection que tu évoquais aussi tout à l'heure, Julien, entre la question du racisme et la question de l'écrasement social d'une classe sociale. Et donc le collectif Rosa Parks s'est aussi mobilisé en ce sens. Alors, il me semble qu'en 68, quelle qu'ait été l'issue, il y a quand même eu un prolongement, les luttes sociales des années 70, comme tu le disais. On peut voir aussi un des prolongements de 1995, au-delà de la victoire qui a été le retrait du plan Juppé, l'effervescence qu'il y a eu à la fin des années 90, au début des années 2000, la connexion avec le mouvement altermondialiste, Attaque, AC, etc., tous ces mouvements sud. On peut penser aussi, alors qu'on est encore en plein combat et que l'issue est tout à fait indécise, qu'il y aura aussi des suites, qu'il y aura un avenir, quoi qu'il arrive, du point de vue de l'histoire des luttes, du point de vue du prolongement des luttes sociales, de ce mouvement des Gilets jaunes. C'est difficile de le dire, mais pour ma part, j'en suis intimement convaincue, mais c'est quelque chose qui reste forcément subjectif. C'est un peu comme en 68, quand on se disait plus rien ne sera jamais comme avant. C'est-à-dire qu'on a vraiment, c'est ce qui fait là aussi, la conscience historique, la conscience qu'à un moment, l'histoire est en train de se faire et on y participe dans une certaine mesure, humblement, là où on peut, etc. Mais le sentiment d'un basculement. Voilà. Et donc, forcément, de cette ébullition, de cette accélération des prises de conscience, de ces paroles, de ces rencontres, de ces travaux communs, de cette réflexion, naîtront d'autres formes d'effervescence. Bon, et là, en effet, tout est ouvert, et donc il y a une grande responsabilité, mais aussi, le mot responsabilité, il est un peu imposant, mais il y a cette humilité à y mêler, mais responsabilité à être là, à faire ce qu'il y a à faire là où on est modestement, mais à le faire, contre toutes les réticences qui ont pu à un moment s'exprimer, les réserves un petit peu à distance comme ça. Donc quelque chose se fait, et la responsabilité, c'est de faire en sorte que ça soit aussi un mouvement émancipateur. Être là, c'est ce qu'essaient de faire les équipes du média sur le terrain, c'est ce que la Grande Hache essaie de faire modestement. Merci beaucoup, Ludivine Bantigny, d'avoir été avec nous. Merci au public et à bientôt pour une prochaine Grande Hache. Merci.